Salut tout le monde, salut Bastien. Salut Clément. Donc, qui dit nouveau Edgar Wright dit petit live spécial. Ah oui, qui s'imposait. Bah ouais, parce que comme beaucoup de cinéphiles, bah nous on est très fans du réalisateur anglais. Extrêmement même. Ouais, Extrêmement fan. Pour ma part. On peut dire que c'est quand même peut-être le meilleur metteur en scène de ce siècle. Ouais, bah oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ça, oui. Il est apparu à un moment quand même où il y avait déjà une certaine fatigue enfin un certain assèchement de la créativité hollywoodienne et une espèce d'impasse postmoderne. Et moi je trouve qu'il a ouvert une brèche avec son cinéma. Ouais, tout à fait, ouais, c'est devenu un peu l'icône des geeks. Ouais. Même si c'est un peu compliqué aussi, ce côté, justement, vu que ça se traduit jamais par des entrées au ciné. Donc, Et la malédiction semble se poursuivre d'ailleurs avec Running Man. ouais, qui se dirige donc vers un gros four, quoi. Mm. Un épique four. Tout à fait. Donc, ouais, bah, allez-y, hein, si vous l'avez pas encore vu. De notre côté, on risque de spoiler pas mal. Ouais, alors on va essayer de garder ça pour la fin de la vidéo, les spoils, mais puis on préviendra à l'avance, hein, évidemment. En même temps, c'est une adaptation d'un vieux roman aussi, donc ça soulève toujours la question de Oui, c'est vrai. à quand est-ce qu'on peut spoiler une œuvre ou. Ouais, bah ouais. Oui, c'est vrai. Donc on peut commencer par dire déjà que 2025 c'était un peu l'année Stephen King. Donc là, Edgar Wright se frotte au King. Tout à fait. Mais il y a eu un paquet d'adaptations là cette année. Et ben, je crois que Running Man est la 4e, Ouais, parce qu'il y avait eu The Monkey d'Osgood Perkins. ouais, le Pour singe. commencer. Ouais, c'est ça, le singe, ouais. Enfin non, parce qu'en VF, il l'appelle le Monkey. Donc ça reste Monkey même en VF. Ah ouais. Et Je l'ai pas après, vu il y a moi. eu... Ouais, tu l'as pas vu, bon, t'as pas loupé grand-chose. Moi, je trouve je trouve que le film est un peu trop narquois pour être honnête, mais voilà. Est-ce que tu crois qu'il l'appelle le monkey parce que le singe c'est Disney qui a les droits ou Ah, peut-être bien, ouais, peut-être bien. Non, je pense que, je sais pas, ouais, je sais pas. Après, il l'appelle pas beaucoup par son nom, hein, mais ouais, il y a un moment donné où il l'appelle le Monkey. Voilà. Tu vois, juste pour la petite anecdote que ils ont dû changer le singe du film qui est pas le singe à cymbales parce que Disney Ouais, avait déposé le jouet à l'occasion de Toy Story 3. ouais, tout à fait. Après, le tambourin, c'était bien aussi, hein, ça marchait bien pour autant. Ouais, mais Puis il y c'est a que une bonne tête bien flippante quand même. c'est moins le jouet emblématique, quoi. Ouais. Et puis ça pose la question de qu'est-ce Donc, qu'on peut déposer. Mais vas-y, je t'en prie. oh bah Disney, ils déposent tout ce qu'ils peuvent, hein, de toute façon. Hein. Voilà, hein. Si on se pose des questions sur ce qu'on peut déposer, Disney a les réponses. Hein, ensuite, il y avait eu donc Life of Chuck de Mike Flanagan qui est sorti en mai ou juin dernier. Adaptation d'une nouvelle bien plus récente de Stephen King qui date d'il y a 2-3 ans peut-être, quelque chose comme ça. Ouais, Par Mike Flanagan qui avait déjà officié sur Doctor Sleep auparavant, qui a fait une nouvelle adaptation de Carrie en série aussi. ouais, Donc une sorte de nouveau Frank Darabont. Il avait fait Jesse aussi. Hein. Et il avait fait Jesse également, ouais, effectivement, sur Netflix. Et donc Life of Chuck, moi, qui est un film que j'avais beaucoup apprécié. Je trouve même que le film augmentait la nouvelle, était même un peu mieux faite voilà, dans le déroulé du récit. Et ouais, c'était un film que j'avais beaucoup aimé. Qui était bon assez audacieuse au niveau narratif. Enfin, fallait quand même rentrer dedans. C'est vrai que c'était un film qui mettait assez en avant le côté émotionnel, quoi. On stipulait bien que c'était plus le Stephen King de La Ligne Verte ou des Évadés, plutôt que celui de Shining ou de ça, quoi. Mais c'était quand même un très beau film, moi, je trouve. Ouais, je confirme, ouais, c'est vrai que c'était vraiment pas mal, ouais. Et puis ça avait un côté métaphysique qu'on connaissait pas forcément au King, quoi. Ouais, Qu'on retrouvait plus chez Flanagan, parce ouais. qu'il y avait ça dans ses séries, sa série sur The Haunting, où il y avait déjà cet aspect avec une espèce de pièce magique et les époques qui se mélangeaient en fait. Ouais. Et puis de toute façon même c'était des, ouais c'est ça quoi, sa série sur donc ouais
Bly Manor, The Haunting. En fait, c'était soit il adapte du Stephen King, soit il adapte les bouquins préférés de Stephen King, en fait. Ouais, ouais, c'est un peu ça, ouais. Et ensuite, en troisième adaptation, beaucoup plus proche de Running Man, à la fois dans le calendrier et dans les thématiques, c'était Marche ou crève. Alors, qui était une adaptation donc de Richard Bachman, en fait. Hein. Ouais, tout à Ce fait, sont les ouais. livres signés sous pseudonyme par Stephen King. Ah, les pseudonymes. Euh, ouais. Et qui étaient souvent des romans assez, un peu plus vénères hein, quand même. Hein. Les romans de Richard Bachman, c'était des manuscrits parfois qu'il avait essayé de vendre auparavant sans succès, quand le nom de Stephen King n'évoquait pas encore grand-chose, quoi, enfin, au tout début de sa carrière. C'était le cas de Marche ou crève. Marche ou crève, c'est un roman qu'il a écrit 10 ans avant sa publication, au moins 10 ans avant sa publication. Le temps que voilà, le succès lui autorise à aller vers des sujets plus osés, on va dire. Ouais, alors j'avais vu qu'il avait créé cet écrivain fictif aussi, Richard Bachman, parce que aussi il y avait des règles syndicales qui lui interdisaient de sortir plus d'un roman par an, je crois, ou quelque chose comme ça. Ouais, ouais, c'est un truc comme ça, ouais. Et donc pour pallier à la productivité du King, c'est vrai qu'il lui fallait bien ça, quoi. Et donc il a commencé Et j'ai vu que le premier Richard Bachman, donc c'était Rage, alors donc après j'ai pas la chronologie, ouais, peut-être bien. qu'il a sorti en 77. Il sort donc Rage, et Rage a la particularité que c'est le Stephen King qu'on ne verra jamais adapté en fait. Parce que de toute façon, il est même retiré des librairies. Il est plus à la vente en fait, ce livre-là. Ah ouais? Donc si vous avez un exemplaire de Rage, ouais, Rage a été retiré de la vente et retiré des bibliothèques. Vu que Ah ouais? c'est, ouais, ouais, Ah bah ouais, d'accord. vu que c'est une histoire de, à la demande de Stephen King. Ah d'accord. C'est un peu comme ce que Kubrick avait fait pour Orange Mécanique, en fait, vu que Ouais. le livre avait été retrouvé dans le casier ou dans le cartable d'un élève qui avait fait une tuerie de masse, en fait. Ah ouais. Mm. Ok. Et donc, à la demande de Stephen King lui-même, en fait, le livre n'est donc plus en vente et ne sera pas réédité. Donc, si vous avez Rage chez vous, gardez-le bien précieusement ou envoyez-le nous. Bah ouais, moi je suis en train de me demander si j'en ai un exemplaire, j'espère. Oh, je pense. Mm. Ça peut se trouver. En tout cas, voilà, il avait fait Marche ou crève, donc qui était en fait, apparemment, c'est le premier roman qu'il a écrit en entier, paraît-il, Stephen King, à une époque où le Vietnam battait son plein, et donc il se retrouve en film devant la caméra de pas Martin Lawrence, mais Francis Ouais, Lawrence, Francis Lawrence, ouais. réalisateur des Hunger Games notamment, et de Constantine et de voilà. J'avais pas vu ses films précédents, donc voilà, mais on a vu Marche ou crève. Et Salut disons que c'est un autiste, bienvenue dans le chat là. N'hésite pas à participer. Je sais pas si t'as vu Running Man encore, mais. Donc ouais, tu disais, toi t'avais pas vu les films de Francis Lawrence avant? non, j'en avais pas vu, j'ai pas vu ses autres films parce que, enfin voilà. Mais donc du coup, j'ai vu celui-là qui était pas mal, Ouais, moi j'ai qui bien se matait aimé bien. Marche ou crève. Par contre, il avait fait une adaptation horrible de Je suis une légende. Ouais, c'est ça, ouais. Et j'ai Euh, un souvenir piteux aussi de Constantine. Il faudrait peut-être que je le remate, que c'est des films qui sont pas mal reconsidérés ces dernières années, mais ouais, par des gens qui sont de la génération où ces films sortaient là en salle, quoi. Enfin, je pense qu'il y a un peu de nostalgie qui fait son œuvre en fait dans la reconsidération de ces films de Francis Lawrence, je pense. Mais en tout cas, ouais, Marche ou crève. Moi, je trouve le cast est très bon, quoi. C'est plein de jeunes acteurs que j'aime bien. Le fils de Philip Seymour Hoffman notamment. David Johnson aussi qui jouait, moi qui je trouvais faisait un androïde pas trop mal dans Alien Romulus, là l'androïde constipé d'Alien Romulus. ouais, 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 il est bien aussi, ouais, dans Marche ou crève. Et donc voilà. Après moi je trouvais le film un peu sage par rapport au roman. C'est-à-dire que moi je trouve qu'il y a une scène véritablement qui renoue avec l'intensité qu'on peut retrouver dans le roman. Mais après c'était quand même c'était de la belle ouvrage quoi. Voilà. Il y avait de l'expérience, on sentait derrière la caméra. Ouais, moi je trouvais que c'était. Ce qui était assez réussi aussi, c'est enfin, ouais, la mise en scène. En fait, ça rappelle aussi ce que Darabont aussi avait pu faire sur Les Évadés. La ligne verte, en fait, c'est d'avoir une mise en scène très classique qui met pas mal en valeur aussi vraiment l'histoire du roman aussi, quoi. Ça fait. C'est sans esbrouf, quoi. Ouais.
Alors que ça aurait pu aussi se barrer en expérimentation un peu chelou, Marche ou crève. Je, Ouais, trou- ouais, bah oui, c'est vrai. je trouve que c'est un classicisme enfin, ça prend pas trop de risques, mais ça se rate pas trop, quoi. Ouais, ça fait le taf. Ouais. Donc voilà. Et d'ailleurs, Marche ou crève et Life of Chuck qui avaient en commun d'offrir des rôles extrêmement opposés à Mark Hamill, Ouais, qui jouait ouais, ouais. le grand-père de Chuck, un peu alcoolo, mais avec un bon fond dans Life of Chuck, alors qu'il joue le colonel diabolique, tyrannique de Marche ou crève. Il en fait un peu des caisses quand même. Ouais. Dans les deux Ah rôles, ouais. il en fait un peu des caisses, mais c'est pour ça qu'on l'aime Ouais, c'est aussi. ouais, c'est pas trop gênant sur Marche ou crève qu'il en fasse des caisses, hein, ça va avec le perso. Mais effectivement, sur Life of Chuck, ça peut poser un peu plus problème, je ne sais pas. Alors Stephen King, lui, il a dit qu'il trouvait que Mark Hamill devrait être nommé à l'Oscar pour Life of Chuck, mais Ouais, il s'avance peut-être un peu. ouais, mais après On verra. Stephen King a toujours eu aussi un peu des avis un peu chelous sur le cinéma aussi. Bah, alors je pense qu'il y a le précédent Shining qui doit jouer, hein, puisqu'il avait été très très critique envers le film de Stanley Kubrick. Et il avait dû en payer le prix parce que quand il a voulu récupérer les droits d'adaptation, Kubrick avait accepté à condition qu'il arrête de dire de la merde sur son film. Voilà. Et donc je pense que depuis, ouais, Stephen King, il est beau joueur, quoi. Voilà. Il dit que c'est bien, quoi. Il dit toujours que c'est bien, ça, les films. Les films adaptés de ses livres. Et d'ailleurs, il faut rappeler aussi qu'il est maintenant crédité producteur exécutif sur ces dernières adaptations là. Ah, je me demandais justement Je crois que je sais que c'est le cas là pour, je crois que pour c'est le Running cas Man, mais ouais, c'était le cas pour Marche ou crève aussi, et je crois bien que c'est le cas pour Life of Chuck également. Alors et je sais que sur Running Man, il avait même par exemple, il avait son mot à dire sur le casting de Glenn Powell, par exemple. Il devait approuver l'acteur avant tournage. ouais, donc en tout cas c'était marrant cette année d'avoir deux Richard Bachman d'adaptés, et surtout qu'ils se recoupent pas mal en fait sur la thématique, vu que dans les deux cas il est Ouais, question d'émissions de télé cruelles. ouais. Alors, le côté émission de télé est peut-être un peu moins prononcé dans Marche ou crève, où ça peut aussi passer pour une fête populaire, quoi, un peu. Bah, de toute façon, Mais enfin, c'est quand même présent. dans le film, c'est même complètement effacé, quoi, pour le coup. Oui, dans le film, c'est effacé de toute façon, effectivement, dans l'adaptation de Richard Lawrence. Mais De mais il y a Francis. effectivement le Francis Lawrence. Oh là là, j'y arrive pas. Mais il y a effectivement cette idée d'avoir ce jeu au cœur d'une société tyrannique, dystopique et tyrannique. Ouais, parce que dans l'adaptation, du coup, je crois qu'il parle à un moment qu'il y a un des camions qui a une caméra, Ouais, c'est ça, ouais. et Ouais, ouais. vu qu'à côté, en plus, ils ont complètement effacé, qu'ils ont complètement effacé le public qui est sur le côté de la route, normalement omniprésent un peu dans le bouquin, enfin, ou en tout cas dès qu'ils Mm. arrivent dans une ville, il y a tout le temps du monde. Et là, Ouais. dans l'adaptation, du Alors, coup, c'est vraiment le ouais, désert. ils disent qu'ils le gardent. Les mecs sont autorisés à venir pour la fin, en fait. Le public est autorisé à venir pour la fin de la marche. Et tu te dis, mais comment est-ce qu'ils font pour savoir quand la marche va arriver à sa fin? Parce que, en fait, je veux dire, il n'y a pas de ligne d'arrivée, quoi, comme ils disent. Donc, bon, bref. Mm. Mais moi, je pense que c'est quelque chose qui est surtout dû au budget du film. Peut-être qu'ils n'avaient pas de quoi s'offrir toute cette figuration non plus. Ouais, je pense qu'effectivement, ouais, ça te change un budget. Et puis, vu qu'il devait se dire qu'il y avait Running Man aussi, qui était en production en même temps que. Ouais. Ouais, et qui doit être Running Man, qui doit être quand même une production un peu plus cossue d'ailleurs. Je sais pas à combien est Marche ou Crève, mais ouais, Running Man, du coup, ce qui même. Et je crois que Marche ou crève, c'est en dessous des 100 millions de dollars, hein, je pense. Ah oui, c'est sûr, toi, Donc, c'est sûr. Alors que. ouais. Alors que Running Man est à 110 millions, moi j'ai vu. Mm. Et je me demandais même si ça en faisait pas l'adaptation de Stephen King la plus chère, en fait. Euh, Possiblement, oui. Faudrait remettre en dollars constants. Oh, ça devait coûter pas mal. Ça devait coûter des ronds quand même aussi, non? Non, je crois que ça, il est à 60 millions, hein. Ah ouais, peut-être bien.
Mais bon, de toute façon, c'est un peu le problème aujourd'hui dans les productions aussi, c'est que c'est assez difficile de savoir combien coûtent les films, quoi. Ouais. Et combien ils ont besoin de faire de recettes pour rentrer dans leurs frais aussi. Hmm. Entre... Enfin, je pense qu'on peut embrayer sur le fait que Running Man est quand même le film le plus cher que de la carrière d'Edgar Wright, hein, quand même. C'est son plus gros projet d'envergure. Ouais, tout à fait, ouais, ouais. Je sais pas combien était Last Night in Soho, mais justement, en termes de films où c'est difficile de savoir combien ils ont coûté, enfin, en les regardant, Baby Driver, c'était quand même justement... il y avait une production value de ouf, quoi, parce qu'il a coûté Ouais. que 35 millions. Ah ouais. Ouais, alors qu'il y a quand même course-poursuite, scène d'action, gros casting aussi. Mais bon, enfin, du coup, ouais, Baby Driver, pour Edgar Wright, c'est son plus gros succès. Et donc là, le Running Man Ouais, risque et aussi, d'être son plus gros échec, quoi. bah ouais, sans aucun doute. Après, bon, c'est vrai qu'il a pas toujours flirté avec le succès, hein, parce que Last Night in Soho, ça avait été quand même. Bon, il était sorti pendant le Covid, hein, mais ça a été quand même un gros échec déjà à ce moment-là. Et Scott Pilgrim également avait été un échec à sa sortie également. Ouais, ouais, un lourd Mais échec, ouais. ouais, ouais, ouais. Mais bon, voilà, le culte après a fait son œuvre, quoi. La nostalgie des spectateurs a fait son œuvre. Maintenant, c'est un film incontournable, mais c'est vrai qu'à l'époque, il avait laissé le public assez indifférent. Ouais, et puis ça avait même. Enfin, ça avait sûrement freiné aussi sa carrière américaine, en fait, hein. Bah, pour compléter le tableau, il faut quand même parler d'Ant-Man aussi, hein. Ah non, C'est ce non. qu'il a développé pendant plusieurs années. Bah, ça fait partie de sa carrière américaine, Ouais, hein, ouais, malgré ouais. tout. Oui, bien sûr, ouais. Et qu'il a développé pendant plusieurs années, qu'il a réussi à mettre en pause pour faire le dernier pub avant la fin du monde, à un moment donné. Et puis, et duquel il a fini par, enfin, voilà, il a fini par quitter le projet après les exigences de Marvel qui n'étaient plus compatibles avec ses envies à lui. Hmm. Et oui, Après 8 ans de développement, je crois. ouais, pour répondre à la question, du coup, ouais, j'avais regardé Space. Je sais pas si tu les avais vus, toi, Bastien. Ouais, moi j'avais vu Space, ouais, ouais, aussi, ouais. Après voilà, après la trilogie Cornetto, mais je l'ai vu quand même. Ah, yes, c'était déjà de bonnes bases de ce qu'on retrouvera après dans le cinéma d'Edgar Wright. Et puis déjà assez ambitieux quand même pour de la télévision. Hein, il a quand même, il a une vraie gourmandise cinématographique, Edgar Wright. Bah, même pour être taquin et en revenir à Running Man, on pourrait même dire qu'il y a plus de Edgar Wright dans Space que dans Running Man, hein. Oui, oui, un petit peu, ouais. Mais oui, du coup, ouais, ça c'était aussi une façon d'en revenir à Running Man. On en reparlera après là de ce fameux style Edgar Wright qui est un peu, comment dire, pas en sourdine, mais c'est pas le film où on voit plus son style en tout cas. Mais Bah déjà déjà enfin les origines du projet sont pas forcément claires parce que apparemment c'est Paramount qui a quand même été le chercher pour faire le film. Qui devait connaître son intérêt pour le roman de King parce qu'il avait dit il avait fait un tweet en 2017 je crois ou 2018 ouais, c'est ça, où, 2017. Ouais. euh, où les gens pouvaient lui demander ce qu'ils voulaient et il répondait à toutes les questions et on lui a demandé quel film vous aimeriez faire un remake, il avait dit Running Man. Et mais du coup apparemment donc le bouquin devait être chez Paramount qui ont dû avoir eu vent de ça et lui proposer donc le projet. Donc ça reste un film de studio malgré tout. Ouais, C'est donc pas, enfin je veux dire voilà, c'est une volonté du studio. Il y a pas, c'est pas Edgar Wright qui est forcément à l'initiative du projet finalement. non, mais effectivement, peut-être son tweet n'était pas tombé dans l'œil d'un aveugle, on va dire. Après, pour Running Man, donc ouais, on peut peut-être en venir donc à la première adaptation. Ouais, Vu ouais, qu'on, ouais, tout vu, à fait. vu Alors qu'on, moi je me suis fait un petit cycle Running Man. Ouais. ouais, parce que vu qu'on est toujours en train de dire qu'il y a que des remakes, des reboots, tout ça. En fait, c'est vrai que Running Man, on peut le voir aussi
comme un remake aussi du film avec Schwarzenegger, donc remettre au goût du jour un film des années 80, quoi. Je pense même que pour une large partie du public, c'est un remake du film de Schwarzenegger, hein, plutôt qu'une nouvelle adaptation, je pense. Bah, Edgar Wright le signe dans le film, là, il y a une petite blague là-dessus, quoi. Les bifetons. Le bifton à l'effigie Ouais, de ouais. Arnold. Ouais, tout à fait. Que les gens avaient grillé dans la bande-annonce, hein, déjà. Ouais, et puis il lui a offert un billet géant aussi aux avant-premières, là. Je sais pas si Ouais. t'as vu la vidéo tournée sur internet. Ouais, c'était bien, c'était un bon coup de com'. Et puis, c'était pas trop risqué parce qu'il y avait de grandes chances que Schwarzenegger approuve cette nouvelle version vu qu'il n'aimait pas du tout le premier Running Man. Ouais, ça n'avait pas été une très bonne expérience pour lui. Donc je sais qu'il en parle dans son autobiographie, là, Total Recall. Et en fait, il en parle justement au moment de au moment de parler de Total Recall, en fait. Et s'il évoque le film, c'est parce qu'il dit que Running Man, c'est le film qui lui a appris que pour faire un bon film, il fallait un bon réalisateur. Ouais. Bah après, je crois qu'il y a eu pas mal de problèmes aussi, parce que Running Man devait être fait par Andrew Davis, il me semble. Ouais, c'est ça, ouais. Enfin, mais qui lui devait le faire avec Christopher Reeve dans le rôle. Ah ouais, il y a Patrick Swayze aussi qui est passé, je crois. C'est ce que nous expliquaient les gars de Capture Mag qui ont consacré un podcast au film original, Running Man de Paul Michael Glaser. Ouais, ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que le casting qui était prévu pour Running Man à la base, et je crois que Patrick Swayze aussi était prévu pour Total Recall à un moment. Oui, possiblement. Bah Ouais. après, c'était la shortlist des années 80, il n'y avait pas non plus 10 000 acteurs. Et donc, ouais, le vieux Running Man, là, donc que t'as revu il y a pas longtemps, non? Ouais, moi je l'ai revu, toi aussi. Ouais, je l'ai En tout rematé, cas, ouais. tu portes fièrement les couleurs de Ben Richard, Ouais, du Ben Richard d'Arnold Schwarzenegger. dans ce magnifique juste au corps, là. Très, très saillant, hein, très saillant. On le voyait mieux sur l'autre visuel, Ouais. là. Je pense que c'est peut-être aussi une des raisons qui fait que Schwarzenegger est peut-être pas très fan du film, quoi. Parce qu'il y a un côté, il y a un côté de Schwarzenegger quand même. Le slip, oui, mais la combi en lycra. Ouais. Et faut dire en plus que c'est loin d'être le costume le plus ridicule du film. Ouais, les bad guys ont une sacrée gueule aussi, ouais. Ah ouais, ils sont tous. Surtout celui qui a des loupiottes partout sur lui, là. Ouais. Le lutteur, le catcheur, chanteur d'opéra. Mais bon, du coup, le film original est quand même assez éloigné du bouquin, hein, pour autant, The Running Man, dont il garde le concept de jeu télé, mais beaucoup plus resserré, puisque dans le livre, il faut survivre 30 jours, dans The Running Man, c'est quelques heures, je crois. Ouais, 3 heures. Non. Ouais, voilà. Et le personnage de Ben Richards change aussi énormément, puisque dans le film de Paul Michael Glaser, il joue un flic qui a refusé de participer à un massacre et sur lequel on va lui faire porter la responsabilité, en fait. Ouais, alors après, c'est un truc qui est souvent dit aussi. C'était sûrement une des raisons qui donnait envie à Edgar Wright de refaire Running Man. C'est souvent un truc qui revient comme quoi le film est librement adapté. Et je trouve que, bah, après, il y a un style, hein, il y a un style années 80 quand même qui pique un peu aujourd'hui, mais il reprend quand même les thématiques. Enfin, j'ai pas lu, moi, le roman Running Man, mais en voyant le film d'Edgar Wright, je me dis quand même, il reprend quand même une bonne partie des thématiques, malgré tout, quoi. Ouais, c'est vrai que le show télé est bel et bien là quand même. Il y a notamment d'ailleurs le présentateur télé dans le Running Man original est joué par le vrai présentateur télé de La Roue de la Fortune. Ce qui, pour le public à l'époque, devait être quand même un sacré truc, quoi. De le voir jouer un salopard comme ça dans le film alors qu'ils l'avaient eux-mêmes à la télévision, ça devait être une mise en abîme, plutôt sympa. Là, le film a du pif. Mais sinon, ouais, moi je trouve que c'est quand même un film alors c'est un film qui a aussi apparemment souffert d'une pré-production assez précipitée. Et du coup, ils se retrouvaient, enfin voilà, avec un scénario qui n'était pas tout à fait fini. Et donc voilà, là il n'y a pas de production value du tout sur ce film-là, par exemple.
Ouais, qui a coûté, C'est vrai que moi, qui a moi je coûté trouve une que blinde. ouais, à revoir le film aujourd'hui, par exemple, on a quand même on a quand même du mal à croire que le film soit sorti après Predator, quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais. Bah après, oui, comme on disait, il y a aussi des changements de réalisateur. Du coup, c'est Paul Michael Glaser qui a réalisé le film, donc Starsky. Et Hmm. c'était son premier film, je crois, hein. Ah ouais, Il me semble faut ouais, vieux. il avait dû réaliser pour la télé. Et je crois que de toute façon, Schwarzy le dit en fait que lui, en gros, lui reproche une réalisation qui est très télévisuelle en fait. Hmm. Et effectivement, ouais, la mise en scène est assez statique. C'est vraiment Ouais. plan fixe, plan fixe. Et en Il y même, a aussi les. Ouais, ouais, vas-y. et en même temps, en fait, vu le sujet du film, c'est pas non plus si déconnant en fait. Ça en fait pas un film très beau, mais qu'un film sur la télé et une réalisation télévisuelle, pourquoi pas en fait. Enfin, Hmm. Ouais, ouais, pourquoi pas. Ouais. Après, il y a aussi, enfin, l'autre entorse que le film fait au roman de Stephen King, c'est que du coup, ils se retrouvent, enfin, ils sont pas dans le terrain de jeu de l'émission, c'est pas les États-Unis, c'est vraiment une arène en souterrain où il n'y a vraiment que les runners et les trackers qui sont à leur trousse, quoi. ouais, c'est ça, Donc il y a un c'est ce côté, qu'ils disent, c'est une zone désaffectée de Los ouais, Angeles, je crois. ce qui a pu permettre d'économiser sur le décor, sans doute. Après, cela dit, ça fait aussi ressortir ce côté des affrontements avec des boss, en fait, ce qui donne aussi un côté très jeu vidéo. Et je sais que Kojima, du coup, Hideo Kojima, s'est inspiré du film. Il y a un personnage de Metal Gear 2 qui s'appelle Running Man. Ah ouais. Et un autre boss de Metal Gear Solid 3 qui s'inspire directement du cracheur de feu, là, The Fury, donc dans Metal Gear. Et plus globalement, en fait, cette espèce de logique de boss qui est pas non plus Mm. inintéressante, en fait. Ouais. Même si, oui, effectivement, ça, c'est pas inintéressant, mais c'est moins intéressant que d'inclure le public dans l'émission même, en fait. Ouais. Que la saloperie du spectateur se retrouve dans l'émission elle-même, en fait. Mm. Et d'ailleurs, on peut aussi en venir à un des trucs pour lequel Running Man aussi est tristement célèbre, en fait. C'est que dans Running Man, donc, le public n'est pas directement dans l'émission, Ouais. mais c'est le cas dans Le Prix du Danger, donc. Tout à fait. Donc, alors qui est pas l'adaptation d'un roman de Stephen King, du roman de Stephen King du coup, puisqu'il est sorti juste un an après la publication du roman de Stephen King, qui est l'adaptation d'un roman plus ancien en fait des années 50 Ouais, c'est ça, j'ai vu euh, 58, The Price of de Evil. Robert Sheckley. Ouais. Voilà. Qui était aussi le film qui avait inspiré La dixième cible, un film italien des années 60 avec La dixième, Marcello Mastroianni. la dixième victime. Ouais, la dixième victime, ouais, c'est ça. Qui est aussi adapté du même roman. Bon, alors les films sont très différents pour le coup. Mais... En fait, c'est deux romans différents, apparemment, hein. Ah bon? Ouais, j'ai vu ça, en Ah fait. bah C'est autant pour moi. le roman de Sheckley, là, c'est la septième victime. Donc, il y a plus de victimes dans le film avec Ouais, Marcello. ouais. Mais en fait, ce gars-là, apparemment, a écrit toute une série de romans sur des émissions comme ça. Donc, il y a Ah eu, d'accord. il y a eu la septième victime en 53, The Price of Evil en 58. Ah d'accord. Et après, en 88, il est revenu avec deux romans, donc un qui s'appelle Arena et un autre qui s'appelle Chasseur victime. Donc je pense qu'ils ont été faits à la suite de la sortie de Running Man au ciné, en fait. Ah ouais. Et on peut surtout se demander, ouais, si c'est pas l'inspiration de Stephen King ou Richard Ah Bachman. bah je pense. Je sais pas, oui, il faudra lui demander, mais ça m'étonnerait avec sa culture littéraire quand même assez étendue, ça m'étonnerait qu'il soit dans la méconnaissance de ces écrits-là, hein. Mm. Et en tout cas, ouais, donc c'est ce qui est assez marrant, ouais, c'est on peut dire vraiment que donc dès 53, Sheckley avait déjà écrit des romans sur une télévision criminelle, quoi. Hmm. Et que il avait déjà inspiré un film, donc La dixième victime, c'est début des années 60, Ouais, ouais, ouais. 64 ou 66, quelque chose comme ça, ouais. avec Marcello Mastroianni, Ursula Andress. Marcello qui a une belle coiffure aussi
dans ce film-là. Bah, qu'à la coupe de Gilles Lelouch dans Chien 51, mais ça va mieux à Marcello quand même. Ouais, c'est lui qui a un peu inventé cette coupe du futur, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. On retrouvera dans Blade Runner et le 5e élément et qu'on se tape encore aujourd'hui. Et dans Terminus. Et dans Terminus, putain. Mais en tout cas, donc le prix du danger, c'est effectivement donc c'est une émission de télévision où il faut, alors c'est pareil, il faut pas survivre 30 jours. En fait, on est les runners sont envoyés quelque part dans la ville et il faut qu'ils retournent au studio, mais en étant pris en chasse par des chasseurs qui lui courent après. Et donc on suit un chômeur, là, joué par Gérard Lanvin, un peu fort en gueule, fort caractère, etc., qui se retrouve embauché sur le jeu, qui est présenté par un Michel Piccoli absolument diabolique. Ouais, le casting est vraiment très bien. Il y a, et Bruno Kremer en patron de chaîne, également diabolique aussi. Ouais, et Marie-France Pizier en Alexia Laroche-Joubert. Ouais. Donc et voilà. À la base, ça devait être. Lanvin fait du Lanvin, il en fait un peu des caisses quand même. Mais à la base, c'était Patrick Devers qui devait jouer le rôle. Ouais, mais ça va bien avec son. Ouais, c'est ça, ouais, ça devait être Devers, ouais. Et effectivement, Lanvin, alors oui, bon, il est pas. Il en fait un peu des caisses, mais ça va bien avec son perso aussi, comme. Tu vois, comme c'est un mec. Voilà, quoi, un peu fort en gueule. Ça va, quoi. Ça passe bien, je trouve. Et donc, c'est. Ouais, vas-y. Non, vas-y. Non, j'allais dire, ouais, là où donc le prix du danger est lié à Running Man, c'est que malgré le fait qu'il y avait déjà eu la 10e victime adaptée en Italie, Yves Boisset a fait un procès, en fait, à la production du Running Man avec Schwarzy, quoi. Tout à fait, ouais. Une longue procédure judiciaire qui a duré une dizaine d'années et qui a été en faveur d'Yves Boisset, en fait. Ouais, ils ont effectivement reconnu le plagiat. Ouais, je crois que c'est allé. Je crois que c'est pas d'abord il a perdu, d'abord il a gagné, après il a perdu et il a regagné en cassation, je crois. Ah ouais. Mais en tout cas, je pense que c'est dû à cela que Running Man est un film particulièrement difficile à trouver en France, par exemple. Il repasse pas à la télévision et on a très peu d'éditions vidéo du film, etc. Ouais, donc j'avais vu, c'est sur Wikipédia où ils mettent qu'il est passé donc le 9 février 93 en première partie de soirée. C'est sûrement là qu'on l'avait, c'est certainement là que j'avais enregistré quand on était petit. et il est repassé le 18 juin 2000, mais en deuxième partie de soirée. Et apparemment, ce serait les deux seules diffusions en hertzien en France, quoi. Mais le prix du danger, en tout cas, c'est vraiment un film super d'Yves Boisset, qui était connu, auquel on rend hommage aussi, il nous a quittés cette année, qui était connu pour être un bon fouille-merde du cinéma français. Hein. Quand il y avait un sujet sensible dans l'air, il y consacrait un film qui ne manquait pas de faire polémique. Et le prix du danger, ça s'insinue aussi là-dedans. Moi, ce que j'aime bien dans le film, c'est que c'est pas une société immédiatement identifiée comme dystopique. C'est un peu suggéré par les décors. Il a été tourné à Belgrade notamment pour trouver de l'architecture assez moderne et des grands complexes, des grands immeubles qui fait que ça, il y a une petite teinte futuriste. Ouais, alors le film est de 83. On reconnaît la défense aussi. Hein. Il y a des scènes tournées à la défense. Ouais, il y a aussi la défense. Ouais. Donc il y a un côté modernité de l'architecture qui induit un peu un côté dystopique, mais en fait dans le film on sent que l'émission de télévision pourrait aussi exister dans une démocratie à la dérive, quoi. Et notamment ce qui est intéressant dans le film, c'est que l'émission profite d'un texte de loi en fait sur le suicide assisté, et il profite des incertitudes de cette loi pour légitimer leur émission. Ça, je trouve ça assez intéressant. Sans trop s'avancer sur Running Man, ce qu'on en reparlera tout à l'heure, mais au niveau politique, c'est clair que le Yves Boisset, c'est celui qui met les deux pieds, les deux mains dedans, quoi. Ouais. C'est vraiment du Boisset. Ouais, puisque les chasseurs sont des gros fachos en puissance aussi. Il y a notamment Jean-Claude Dreyfus là, qui joue un des chasseurs qui explique qu'il se balade avec un flingue chargé dans la poche et que le premier mec qu'il cherche, il le fume et tout, quoi. C'est vraiment des... Voilà.
Donc il y a un climat sympa. Et donc Yves Boisset, il disait que à l'époque où il avait fait le film, c'était un film futuriste, mais que peu à peu, c'est devenu un documentaire sur TF1. C'est ce qu'il disait. Bah, et pourtant, Yves Boisset, lui, qui aura eu une fin de carrière un peu difficile au cinéma, et du coup, qui tournera pas mal pour la télé, hein, Ouais. qui fera plus. Et d'ailleurs, Le Prix du danger est produit par TF1 Studio, hein, d'ailleurs. Ah, mais ça, c'est Boisset, ça. Le mec hésite pas à chier là où il mange. Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment un film. Alors bon, quand on le revoit aujourd'hui, il faut se mouiller un peu la nuque au départ parce que c'est au début le côté 1983 frappe fort les rétines. Mais une fois le jeu lancé, c'est vraiment un film fascinant parce qu'en plus dans le film, c'est pas véritablement Gérard Lanvin en fait le personnage principal, c'est plutôt le jeu télé en fait le héros du film quoi. Et ça c'était vraiment intéressant. Ouais, en tout cas, ouais, donc on peut dire que cette histoire de procès est assez cocasse, vu qu'en fait, le film Running Man avec Schwarzenegger est moins proche du Prix du danger que le roman, en fait. Moins proche du prix du. Bah, en fait, que du coup, Yves Boisset aurait pu carrément. Enfin, aurait pu plutôt porter plainte contre Stephen King lui-même, en fait. Ah oui, ouais, c'est vrai. Mais ouais, il y a le truc où vraiment le Prix du danger, le Running Man de 87 et le Running Man de 2025. Salut Bâtard Baroque Blog, bienvenue. Là, je dis où les 3 films se retrouvent, donc les 2 Running Man et le Prix du danger, c'est vraiment sur le plateau, en fait. Ouais. Avec notamment des danseuses qui introduisent un présentateur haut en couleur. Il y a aussi dans le Prix du danger, il y a aussi un moment où on voit toute l'hypocrisie du jeu où Michel Piccoli fait une pub, fait une annonce pour une association caritative contre la faim en Afrique ou un truc comme ça, qui est complètement déplacé dans le cadre d'un jeu aussi violent. Et qu'on retrouve un peu aussi dans le film d'Edgar Wright où il y a un moment donné où il rend hommage à certains des trackers qui ont été tués dans le jeu, et que tu sais, il y a des gamins avec des bougies, et où là, tout à coup, le ton devient très solennel, et tout ça, c'était assez rigolo. Après, c'est quand même vraiment beaucoup, beaucoup plus coup de poing dans le Prix du danger, même cette scène justement avec les Africains qui meurent de faim. Mettre ça dans le film, en fait, c'est vraiment très choc, quoi. Mais ouais, Et après, ouais, c'est pareil, c'est beaucoup plus développé aussi, ce truc, en fait, comme quoi le fascisme, autant que l'antifascisme, en fait, peuvent participer sinon au même spectacle, en fait, les deux s'incluent dans le spectacle, c'est formulé dans le film. Ouais, c'est dit à un moment donné où il y a des mouvements de protestation qui, effectivement, profitent de l'audience de la télévision pour... Donc effectivement, le jeu télé inclut sa propre contestation aussi. Et ce qu'on retrouve aussi dans le film d'Edgar Wright, d'ailleurs. C'est l'occase de passer au film d'Edgar Wright, justement. Eh ben, je pense, oui, hein, parce que l'heure tourne. Il est temps de parler du film d'Edgar Wright. Donc, Running Man. Donc, version 2025. Vas-y, je t'en prie. Non, ouais, un film qu'on attendait énormément. Donc Edgar Wright lui dit que dans la chronologie, en fait, il avait lu le roman de Stephen King quand il était adolescent, puis vu le film de Schwarzenegger, et il en avait été un peu déçu. Et s'était dit que dans le livre, il continuait d'exister un meilleur film possible, quoi. Et donc Paramount lui a donné l'occasion de donner vie à ce film. Donc sur un très gros budget, un film qui a été fait assez rapidement parce qu'en réalité il a commencé le tournage seulement 1 an avant la sortie du film, quoi. Ouais, j'étais surpris de voir ça aussi, ouais. Ouais, moi j'ai suivi un peu la production sur Instagram où Edgar Wright faisait quelques posts, etc. Et c'est vrai que la production en fait a été assez rapide, enfin c'est l'impression que ça donne en tout cas. Et où donc le personnage de Ben Richards est interprété par Glenn Powell, ce qui est alors pour Edgar Wright c'est pas anodin du tout, hein. Il a dit d'ailleurs que c'était que le casting de Glenn Powell avait été l'un des éléments très importants de la production du film en fait, et c'est vrai qu'il est très très bien, et je pense que pour
commencer à rentrer dans le vif du sujet sur ce film, moi je trouve que la bonne idée en fait qu'a Edgar Wright avec le film, c'est de s'inscrire véritablement dans le point de vue de Ben Richards tout au long du film. Et d'ailleurs, le plan d'ouverture, c'est donc Ben Richards qui regarde l'usine dont il vient de se faire virer, et on voit son visage au gros plan, et il dit « Je ne suis pas en colère », ce qui est évidemment complètement faux, puisque ce sera un personnage totalement dirigé par sa colère, quoi. Enfin, la colère du personnage est vraiment au cœur du film. Et ce qui était également le cas du roman. Le roman était à la première personne, donc Edgar Wright renoue avec cet élément-là. Alors, ce qui est intéressant, du coup, avec cet acteur aussi, c'est que donc il joue un personnage en colère, mais je pense qu'un truc aussi qui a attiré Edgar Wright, c'est que Glenn Powell, c'est aussi un gros acteur de comédie, en fait. Je pense que ce tempo comique aussi, c'était un truc que cherchait Edgar Wright. Et donc, en fait, j'avais vu. Ouais, sans aucun doute. J'avais vu que tu disais tout à l'heure que Stephen King devait donner son accord, donc qu'il l'avait séduit en lui montrant Hitman, dont on avait parlé, Ouais. on avait fait un live où tu en avais parlé l'année dernière. Donc j'avais Ouais, de Richard Linklater. Mm. Et dont on trouve des traces d'ailleurs dans Running Man, puisque dans Hitman, Glenn Powell ne cessait de changer d'apparence, en fait, comme on peut le voir sur l'affiche d'ailleurs. Et est-ce qu'on retrouve un peu dans Running Man, Ouais, pour s'échapper des trackers, il va revêtir différentes identités de vétérans, de businessman, ou voilà. Ouais, complètement. C'est même, on se demande même s'il n'y a pas des personnages. Je l'ai pas revu Hitman, je l'avais maté depuis le live de l'année dernière, mais je l'ai pas revu. Mais en voyant Running Man, je me demandais s'il n'y avait pas des personnages en commun presque en fait. Ah bah quand il joue le vétéran, ça aurait pu être un personnage qu'on aurait pu revoir dans Hitman. Ouais. Même ces personnages un peu coincés, là j'ai mis une photo justement où il a la petite moustache, un petit personnage de cadre un peu coincé. Je sais qu'il avait un personnage un peu dans ce style-là dans Hitman aussi. En tout cas, ouais, on pense à Hitman en voyant Running Man, ouais, notamment, ouais, pour ce truc des déguisements, ouais, qui était pas du tout dans le Schwarzy, mais. Non, bah faut dire que dans le Schwarzy, il avait pas besoin de se cacher des autres de ses concitoyens, alors que là, dans celui d'Edgar Wright, évidemment, il est lâché dans les États-Unis et quiconque peut le balancer. Mais ouais, donc Glenn Powell qui était, donc en fait, on sait pas vraiment quel film l'a vraiment lancé. On peut dire Top Gun, non? Il y a eu un peu de Top Gun, il y a eu la comédie romantique avec Sydney Sweeney, Tout Sauf Toi, je crois que ça s'appelait en français, qui avait eu un petit succès aussi. Mais c'est assez marrant en fait de le voir lancé en action star comme ça. On peut se demander, ouais. Après, il a été un expendable aussi au cours de sa carrière. Donc il était quand même destiné Ah ouais, il est dans Expandable. à devenir. Il est dans Expendables 3. Ah ouais, ok. Mais bon, dans voilà, les tout le monde l'a oublié. Ouais, parmi dans les jeunes, ouais. Ok. Ouais, bah j'avais zappé qu'il était dedans. Et Bâtard Baroque nous demande les seconds rôles. Qu'en est-il des seconds rôles? Dans Running Man. Ah bah là, il y a à boire et à manger. Hein. Ouais. On a William H. Macy notamment en vendeur clandestin de fausses identités et d'armes à feu. On a également dans les seconds rôles, on a Michael Cera qui retrouve Edgar Wright après Scott Pilgrim. Ouais, ce qu'on les reverra peut-être plus collaborer, parce que ça se trouve c'est vraiment la collaboration qui marche pas en fait, qui se traduit pas en entrée quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et puis le patron de la chaîne est joué par Josh Brolin et le présentateur du jeu Running Man. C'est Coleman Domingo. J'ai oublié son Coleman Domingo. Coleman Domingo. C'est ça. Qui est pourtant un nom, je sais pas, cet acteur, je me dis tout le temps, oui, il a un nom quand même, Coleman Domingo, c'est tout un univers d'un coup. Ouais. Qui est un acteur un peu plus connu aux États-Unis qu'en Europe, j'ai l'impression. Parce qu'il y a déjà quelques nominations aux Oscars, ce gars-là, mais c'est vrai qu'il a pas. Voilà, ses films sont pas forcément beaucoup vus. Ouais. C'est pas aussi parce qu'il vient pas de Broadway, lui. Je me demandais en fait aussi si c'était pas une carrière.
Ouais, il a une longue carrière de petits rôles par-ci par-là aussi. Hein. Voilà, c'est le genre de mec qu'on va pouvoir retrouver dans des films des années 90 en se disant ah mais c'est Coleman Domingo, il est devenu super connu depuis. Et pour finir sur les seconds rôles, il y a également Lee Pace, voilà, qui joue le tracker principal, masqué, qui joue un bad guy, ma foi, fort, au design fort intéressant. Ce qui est assez particulier, parce que j'avais zappé en fait qu'il était dans le film, vu qu'il est vraiment masqué, vraiment une grosse partie du film en fait. Mm. Ouais, parmi les trackers aussi, il y a cet acteur, j'ai plus son nom là, mais c'était qui jouait dans le. Ah ouais, dans le. dans l'œuvre de Gaspard Noé. Ouais, exactement, ouais. Ouais. Karl Glusman, c'est ça. Ouais. Alors moi je me suis toujours dit. Karl Glusman et qui a du coup une bonne tête nasillarde pour jouer le tracker, hein, d'ailleurs. Ouais. En fait, je me suis toujours dit que cet acteur je jouais pas très bien. On l'avait vu aussi dans Neon Demon. Ouais, il a avoué. Moi, je l'ai vu dans pas mal de films aussi, ce mec-là, mais je saurais pas trop les citer lesquels. Mais... Et en fait, il a une bonne tête, mais il a un jeu assez spécial. Et là, pour le coup, en tracker, ça lui va très bien, je trouve. Il est bien inquiétant comme il faut, quoi. Ouais. Et vu que Lee Pace est masqué toute une partie du film, en fait, c'est limite plus lui qu'on voit, qu'on repère en fait au début. Et ouais, donc la Girouette nous demandait les actrices féminines. Et alors là, en fait, là, c'est. Tout à fait. Et... Ouais, vas-y. Parce que là, j'allais dire, oui, c'est ça, c'est un peu plus compliqué quand même, parce qu'on peut quand même dire que on est sur plutôt un film de bonhomme quand même. Ouais, ouais, et puis Edgar Wright a pas eu, enfin, à part Last Night in Soho, sinon il a pas eu des rôles, enfin, ces films se brillent pas forcément par le rôle féminin, parfois, mais... Alors moi, je connaissais pas du tout l'actrice. En tout cas, il y a... l'actrice qui joue la femme de Ben Richards, là. Jamie Lawson. De Ben Richards, qui est jouée par Jamie Lawson, ouais. Qui est une actrice qui grimpe, parce qu'elle était dans Sinners aussi cette année. Ah, ok. Elle jouait un des personnages de Sinners de Ryan Coogler. Moi, je l'avais vu également dans un film qui s'appelait Sabotage, How to Blow Up a Pipeline, qui était un excellent film, un tout petit film indépendant. Hein, mais... Ah ouais, elle était dans ce film-là aussi, ouais. Ok, donc. Mais qu'on faut reconnaître qu'on voit assez peu dans le film, en fait. Bah, c'est le point, enfin, la famille de Ben Richards, c'est le point de départ du récit, mais effectivement, on la reverra assez peu dans le film. Et sinon, il y a Emilia Jones aussi, qui va jouer une personne qui va, enfin, une bourgeoise en fait, qui va croiser le chemin de Ben Richards à son grand désarroi, qui va se retrouver prise en otage par lui. Emilia Jones, moi, je connais pas beaucoup cette actrice-là, mais si j'ai bien compris, elle reprenait le rôle de Luan dans le remake américain de La Famille Bélier. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai pas vu non plus. Et elle a dû faire des trucs Netflix aussi. Mais qui l'a vu Coda. Qui l'a vu le remake? Ah bah personne. Hein. Si, il est votant aux Oscars. Hein. Il a eu l'Oscar du meilleur film. Je suis même pas sûr qu'il l'ait vu. Voilà. Mais... Et donc il y a une scène, Emilia Jones, qui a une scène quand même, assez marquante du coup, parce qu'elle joue donc une femme assez bourgeoise et avec laquelle, qui va se disputer assez vertement avec Ben Richards, qu'elle prend pour un pauvre type, voilà, qui joue le jeu absolument dégueulasse du Running Man, etc. Et Ben Richards va un peu lui dire ses quatre vérités aussi. Et il va y avoir un petit discours lutte des classes qui est assez court mais assez saisissant, je trouve. Moi, Bah en fait, parce que c'est donc là en fait on n'a pas pitché le film, c'est pas forcément la peine si vous connaissez un peu soit le Schwarzy, soit le Prix du danger, soit tous ces films et tout. Mais en fait, ça fait partie de ces personnages qui sont comme des petits chapitres en fait où Ben Richards dans sa fuite va croiser des personnes qui vont l'accompagner en fait, qui vont l'aider. Et en fait, c'est peut-être le personnage justement le plus intéressant, c'est que au début, en fait, elle passe d'otage, c'est un peu syndrome de Stockholm en fait. Et c'est vraiment le personnage le plus différent de lui qui croise en fait. Donc, ouais, tout à fait. Ouais. Comme tu dis. Ce qui est marrant, c'est qu'elle regarde c'est parce que là sur la chaîne du network, il y a le Running Man
qui est fait pour les classes populaires en gros. On exploite les classes populaires pour un public de classe populaire, tandis que elle regarde des reality TV un peu en mode Kardashian là, qui s'appelle Los Americanos dans le film. Ouais, ou d'ailleurs on a. Et ce qui est assez marrant, c'est Ouais, je disais, ouais, vu qu'on était sur le casting féminin, dedans, il y a, dans Los Americanos, là, il y a Debbie Mazar. ouais, Donc qui fait un bon petit caméo. Ouais. J'ai pas entendu encore d'Edgar Wright raconter comment il l'avait casté, ça serait intéressant de le savoir. Mais... Ouais, Debbie Mazar, donc qui était la maîtresse de Ray Liotta dans Les Affranchis. Hein, je pense que c'est quand même son rôle le plus connu. Hein. Ouais, elle était l'assistante d'Al Pacino dans Révélation aussi. Enfin, voilà, ouais, et joue aussi dans Batman Forever avec, je crois que c'était une des, enfin c'était comment on peut dire, l'accompagnante de Double Face là avec Drew Barrymore. Ah oui. En tout cas, elle a vraiment une gueule qu'on reconnaît. Et charrie aussi avec elle tout un imaginaire des années 90 qu'on retrouve pleinement dans le film de toute façon. Ouais. Et donc du coup, quand le personnage d'Emilia Jones arrive dans le film, elle est en train de regarder cette émission, elle est au téléphone avec une copine et elle dit non mais pour croire à Running Man, faut vraiment être un... Enfin, c'est vraiment il y a que les pauvres pour croire que... pour voir que c'est pas du fake, quoi, tu vois. Running Man, alors que ce qu'elle est en train de regarder est quand même qui est quand même bien fake, quand même bien un show bien fake également, quoi. Bien plus que le Running Man. Et pour terminer sur les actrices féminines aussi, moi il y en a une actrice que j'aime beaucoup qui s'appelle Cathy O'Brien, qui joue Jenny Laughlin, qui est l'une des runneuses en fait, parce qu'ils sont 3 runners dans le film, et qui joue donc qui joue un autre candidat au Running Man, donc elle est la Running Woman en fait, quelque part, qui est une actrice bodybuildée qu'on avait vue notamment dans Love Lies Bleeding, qui était sorti l'année dernière, une production A24. Le film était pas forcément ouf, mais alors elle était incroyable dedans, je trouvais, dans ce film-là. Et quand j'avais appris qu'elle était castée dans Running Man, j'étais très content, parce que je pense qu'elle a vraiment... ouais, elle a vraiment du charisme, cette actrice. Ouais, même on regrette un peu de pas la voir plus, je trouve. De pas la voir plus, ouais, effectivement. Ouais. Bah, mais le film est attaché au point de vue de Ben Richards, donc les autres choses qui se déroulent dans le jeu sont toujours vues du point de vue de Ben Richards, et donc à travers des télévisions. Et donc ce qui fait que effectivement les mésaventures de ses compagnons d'armes sont assez succincts, finalement. Oh oui, comme quoi ça fait quand même quelques actrices, quoi, mais... C'est souvent, en fait, de toute façon, chez Edgar Wright qu'on a quand même toute une flopée de personnages, en fait. Ça, c'est un truc qui caractérise vraiment son cinéma aussi, en fait. Hein. Le nombre de rôles parlants qu'il y a dans Hot Fuzz, qu'il y a dans Scott Pilgrim. C'est vrai, c'est pas forcément le trait de son cinéma qui revient le plus souvent, alors que pourtant, c'est vraiment à chaque fois une galerie de personnages. Ouais, parce que là aussi, on n'a pas parlé du petit gamin aussi, qui est très cool dans Running Man aussi, moi j'aime bien. Le petit gosse. Alors c'est dommage, si le film était un film des années 90, il jurerait plus comme un chartier, je pense, le gamin, mais bon là, dans une production actuelle, il jure un peu moins, mais enfin il est quand même très, très sympathique. Bah, ils ont gardé tous les fuck pour Ben Richards là aussi, hein, ouais. qui lui fuck beaucoup quand même. Ouais, il est très énervé, ouais. Très énervé, mais c'est quand même une critique qui revient quand même assez souvent sur le film aussi, c'est que le film n'est pas perçu comme assez bourrin. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi. Ouais, moi j'ai quand même le sentiment que effectivement le film est pas forcément très bien reçu. Et notamment, un des reproches qu'on lui fait, c'est qu'Edgar Wright a un peu moins sa patte sur un film dont on sent qu'il a fait des compromissions au studio, quoi. Moi, ce que je trouve un peu injuste d'ailleurs, parce que bon, Edgar Wright est quand même un réalisateur qui s'est illustré par son intégrité artistique tout au long de sa carrière. C'est quand même un mec, sur 7 longs métrages, il y a quand même 5 films originaux. Le mec s'est barré de Marvel quand Ant-Man sentait le roussi. Et là, pour un coup, qui baisse un peu la garde et qui fait des compromissions au studio, on lui tombe un peu dessus, je trouve. Bâtard Barkblon nous demandait si c'était réception internationale ou en France. Bah, je sais pas comment il est reçu aux États-Unis, mais en tout cas en France, c'est quand même vraiment le truc qui ressort en fait, c'est que c'est un film qui manque de verve en fait. Et alors là, en fait, de toute façon, on peut un peu crever l'abcès aussi, c'est que, comme je disais tout à l'heure, c'est avec Debbie Mazar, mais pas que.
c'est que de toute façon, c'est un film aussi qui se réfère beaucoup aux années 80-90. Donc dans son univers dystopique, Edgar Wright a pris le parti en fait de représenter un futur tel qu'il pouvait être perçu à l'époque de la sortie du bouquin en fait. Donc on est dans une sorte de rétro-futur en fait. Ouais. Donc par exemple pas forcément de téléphone portable quoi, c'est un truc qu'on aurait plus beaucoup joué mais l'accent est pas mis là-dessus. Donc là en ce moment tout le monde parle beaucoup de l'IA, ce genre de choses là. Bon il y a du deepfake mais finalement il était déjà présent aussi Ouais, dans. du deepfake qui était déjà dans le Running Man de Schwarzenegger aussi. Ouais d'ailleurs c'est assez marrant parce que dans le Running Man au début en fait quand il truque les images de Schwarzenegger pour le piéger, l'emmener en prison et tout, on pense plus que c'est du montage en fait. Donc des techniques de manipulation Ouais. plus à l'ancienne. Et effectivement, à la fin du film, on s'aperçoit en fait que non, ils arrivent vraiment à générer des images complètement nouvelles. Et ce qu'on a là aussi, donc du coup, on n'a plus besoin de nous Mm. expliquer ça à l'ère du deepfake généralisé un peu. Mais et donc Ouais. ce que je voulais dire en fait que du coup une des grosses références de ce rétro-futur, moi ça m'a fait penser un peu aussi au rétro-futur qu'on pouvait retrouver dans Ready Player One. Je sais que c'était un truc aussi qu'expliquait Spielberg, que vu qu'il y avait beaucoup de références aux films des années 80, ils avaient essayé de représenter, de créer un futur en fait qui était plus un rétro-futur en fait. Vraiment le côté des voitures très angulaires, enfin les immeubles aussi, les teintes grisées, de pas forcément jouer non plus sur des vêtements très différents en fait. Mm. Donc on est vraiment ouais dans un futur tel qu'on pouvait le voir dans les années 80 quoi. Il y a aussi le fait que le film se passe beaucoup dans une Amérique assez pauvre, quoi, dans Running Man, et où, enfin, qu'on peut se dire qu'on est peut-être aussi dans une partie de la société qui a évolué technologiquement un peu moins vite que l'autre, quoi. Alors Bâtard Baroque nous dit en même temps est-ce que Edgar Wright est pas un mec un peu rétro et pas forcément je trouve en fait je trouve qu'il a ses références rétro mais par exemple un film comme Scott Pilgrim était vraiment avant-gardiste alors que pourtant il y avait aussi du rétro gaming dedans mais c'était pas du tout représenté de cette façon-là quoi. Là vraiment dans Running Man on est vraiment plus dans quelque chose de qui fait plus même référentiel à à plus des films des années 80-90 et bah notamment à des films là où le bas blesse un peu c'est au film de Paul Verhoeven en fait à Ouais. Robocop, à Total Recall, un petit peu plus tard Starship Troopers et et là pour le coup ouais là quand je disais le bas blesse c'est parce que pour le coup on était vraiment sur des films qui étaient contestataires en fait des films qui parasitaient vraiment le blockbuster américain de l'époque. Et je pense qu'en fait, c'est plus ce truc aussi, c'est qu'on a peut-être oublié un peu que Verhoeven c'était Orion, c'est ça, non? C'était Orion Pictures, ouais. Donc c'était Et- un espèce de gros studio indépendant quelque part. Enfin, c'était pas exactement une major, et enfin voilà. C'était une sorte de cocon qui lui avait aussi permis de faire Robocop. Alors c'était Orion, ouais, à l'époque de Robocop, et après c'est Carolco sur Total Recall, qui est un peu le même, aussi le même principe, quoi. Ouais, ouais. Ouais, puis Total Recall, il était justement couvert aussi par Schwarzenegger, qui l'avait d'ailleurs sûrement engagé sur Total Recall. Enfin, qu'il l'a, même pas sûrement, qu'il l'a engagé sur Total Recall parce qu'il avait été fan de Robocop. Et on peut se dire en Mm. fait que justement ce qu'il a vu dans Robocop, c'est ce qu'il n'avait pas vu dans son propre Running Man en fait. Ouais. Mais par rapport au, pour en revenir à ce que disait Bâtard Baroque là, que qu'Edgar Wright est un mec un peu rétro, c'est quelque chose qui est finalement assez complexe dans son cinéma parce que c'est un mec. Edgar Wright dit qu'il c'est un mec très nostalgique, mais qui lutte un peu contre cette nostalgie parce qu'il sait qu'elle est pas très créative, quoi. Donc il y a un peu de cette lutte là dans ses films, et c'est ce qu'on retrouve effectivement un peu dans Running Man aussi. Après ouais, ça par rapport du coup au côté subversif du film en fait, c'est que ça pose vraiment des questions aussi de qu'est-ce qu'on peut faire dans le cinéma aujourd'hui. Moi c'est ça qui m'a Mm. interrogé dans le film en fait, parce que moi j'aime beaucoup son Running Man là. Je trouve que probablement Ouais, c'est quand même probablement son moins bon film. ouais, Mais faut voir aussi par rapport au reste en fait quoi. C'est que pour l'instant c'était quand même un mec ouais, c'est ça. qui avait commis un relatif sans faute quoi. Ouais.
tout à fait. Ouais. Mais Donc c'est encore une fois, on lui tombe un peu dessus à la première contrariété un peu. Mais bon. en fait, c'est parce que ça pose la question d'avoir un film en fait où Glenn Powell fait des fucks à la caméra. J'allais dire toutes les 5 minutes. Peut-être pas non plus, mais qu'en fait, c'est le fuck à la caméra, c'est un peu ce qu'il y a de plus subversif dans le film, en fait, et qu'on a un film qui est sinon pas sage non plus. Je trouve pas que ce soit le cas non plus. Bah, ouais. Mais il faut voir aussi qu'il s'inscrit aussi que le côté, comme on le disait au début, mais il y a même des films dont on n'a pas parlé, mais que, en fait, maintenant, ce côté chasse à l'homme, surmédiatisé, en fait, maintenant, c'est carrément devenu même presque un genre au cinéma. Que ce soit justement La 10e victime, Le premier Running Man, mais depuis, on a eu aussi Battle Royale. Alors, je sais qu'Edgar Wright, lui, Hunger Games. Et les Hunger Games, ouais. Hunger Games. Bon, je pense que ça doit être un très bon comparateur avec Running Man. Ouais. Alors, je sais que Edgar Wright, lui, il a fait un vidéoclub là, de Combini où il parlait d'un film que j'ai pas vu et que ça m'intéresse. Faudrait que j'essaie de choper ça. Ça s'appelle Series 7. Ouais, qui a l'air d'être une espèce de un peu à la mode found footage. Ouais. Et quand on dit même que Battle Royale, c'est devenu un mode en jeu vidéo, mais même dans le jeu vidéo, on avait eu Manhunt qui pouvait être un peu dans cet esprit-là. Et il y avait eu un jeu qui s'appelait Mad World où il était aussi question d'un sort de Running Man en fait, quoi. Donc c'est ça le truc aussi, ça pose la question aussi de dire le sujet en lui-même est subversif, mais en fait est-ce que le genre l'est encore vraiment après The Hunger Game en fait. Ouais. Et ouais. Non, vas-y, continue. Ben moi je me disais en fait que c'était sûrement une question aussi que Edgar Wright s'était posée en fait et de se dire que est-ce que aussi la meilleure façon de faire passer ce genre de message là aussi, c'était justement de faire un blockbuster efficace, de pas chercher plus qu'il fallait à parasiter le truc. En fait, moi je sais que ça m'a fait, j'ai un film auquel ça m'a fait penser aussi, c'est que les deux films n'ont pas grand chose à voir en tant que film, mais je trouve ça marrant en fait qu'on reproche à Running Man de pas du tout être subversif. Là où en fait une bataille après l'autre a été considérée, pas par tout le monde, mais comme un grand film politique. Ouais. Et au final, je pense que le Paul Thomas Anderson est quand même un film politique, mais que c'est plus une toile de fond. Et que Running Man, en fait, c'est quand même plus qu'une toile de fond, justement. Ouais, et puis qui questionne la place de l'individu aussi. Moi, je trouve que comment dire, encore une fois, bon, les gens ont beaucoup mis en avant le fait que Edgar Wright, par exemple, avait levé le pied sur ses expérimentations visuelles au niveau de la mise en scène, etc. Ce qui est assumé par Edgar Wright, hein, il a dit que pour lui, il allait pas mettre son style sur des films qui ne l'exigeaient pas. Là, je pense que dans sa volonté, c'était surtout de rendre hommage au roman et donc du coup de ralentir un peu son style personnel là-dessus. Il y a quand même des scènes d'action assez monumentales, mais on peut estimer aussi, moi je trouve que effectivement le film a peut-être plus grand chose sous la pédale par rapport aux bandes annonces qui étaient sorties. Moi je trouvais que la deuxième bande annonce par exemple en révélait beaucoup. Voilà. Et sur l'aspect politique, moi je trouve que le film. Ouais, tu disais. Ouais, sur l'aspect politique, moi je trouve quand même que le film est assez fort. Déjà, je trouve que il entre quand même en cohérence assez visible. Et ça, peu de gens l'ont souligné, à quel point il est cohérent avec le reste de la filmographie d'Edgar Wright. Parce que la trilogie Cornetto, c'est toujours ça, de ménager l'individu par rapport à sa société, quoi, par rapport à, tu vois, avec le côté social du film de zombies. Et puis surtout sur The World's End aussi. Hein. Ça, c'était très important, où les personnages luttaient contre la starbuckisation du monde. Et bien là, c'est pareil, quoi. On a un Ben Richards. On est dans la subjectivité d'un Ben Richards qui tente de se dresser contre les injustices, de faire son chemin dans une société du divertissement qui l'avale complètement et qui transforme ses propos. Et donc du coup, on peut voir le héros aussi comme un parallèle d'Edgar Wright qui essaie de faire le blockbuster qu'il souhaite au sein d'un système de studio avec lequel il doit faire aussi, quoi.
Ouais, alors Bâtard Baroque Block, t'as l'heure demandé s'il y avait du John McClane dans le héros. Bah un peu, moi je trouve, ouais. Il y a ce côté, Ouais, un petit peu dans son... Edgar Wright lui aussi donc cite forcément ce film-là dans son vidéoclub justement. Et je trouvais aussi qu'il le citait un peu dans la fameuse scène de l'hôtel qu'on voyait beaucoup dans la bande-annonce, mais Ouais. qui fait quand même pas mal penser à un mini remake de Die Hard, comme on aura plus Mm. tard avec Michael Cera en pyjama qui nous refait un mini remake de Maman j'ai raté l'avion. Ah ouais. Et, je- et moi, c'est ça que je trouve intéressant aussi, c'est comment il se sert de ces petits chapitres en fait pour faire aussi des petits remakes de films justement des années 80-90 sans que ce soit trop du coup de coude non plus quoi. Mm. Je sais pas, moi Ouais, effectivement. justement c'était un truc que je me disais de dire ah la partie Maman j'ai raté l'avion en fait fait quand même vraiment Maman j'ai raté l'avion et en fait c'est pas un truc que j'ai relu c'est pas un truc que j'ai lu à côté quoi. Ouais, c'est vrai. Jusqu'à un final qui serait peut-être plus Air Force One du coup. Ouais, ouais, on a un peu mieux. Et du coup ouais, Et le côté McLean, en fait, c'est là aussi, quand on parlait de Verhoeven tout à l'heure, c'est effectivement le problème, c'est que ouais, Piège de cristal, c'est quand même un film beaucoup plus complet sur enfin beaucoup plus, pas forcément complet, mais c'est-à-dire que la lutte des classes est dans son dispositif, quoi. mm. Je vous invite à voir, là, si vous l'avez pas vu, la vidéo du cinématographeur qu'il a fait avec Rafik Djoumi sur Piège de cristal, où on voit vraiment que McTiernan, en fait, fait un vrai film politique en fait avec Piège de cristal quoi, en utilisant donc une figure, enfin une structure carnavalesque en fait, en inversant toutes les valeurs et tout. La vidéo de cinématographeur est vachement intéressante là-dessus. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que toujours pour en revenir, c'est qu'il fait référence à ces films des années 80-90, alors que l'époque n'est plus du tout la même. Et faut pas oublier non plus que ce soit Verhoeven ou John McTiernan, ils ont quand même été bien poussés vers la sortie. Et du coup, enfin là par exemple, Running Man là aussi m'a refait penser à l'échec de Rollerball en fait. Ouais, Donc ouais, ouais. qui a- Pour le coup, Rollerball, qui était un film dont la portée politique avait été complètement effacée par leur montage du studio. ouais c'est ça, ouais c'est un film qui a été charcuté, ou même lui a fini en prison carrément, McTiernan quoi. Enfin pas directement, mais on pourra dire que c'est quand même un film où sa subversion l'a conduit derrière les barreaux quand même quoi. C'est peut-être un truc aussi qu'Edgar Wright avait en tête. Et bah, je sais pas si c'est peut-être le moment d'en parler, mais faut voir aussi que De il y a, parler du. bah, moi j'allais parler un peu du contexte politique en fait, le contexte politique aussi qu'est à prendre en compte dans le film en fait, c'est que comme on disait tout à l'heure, le film a été monté assez vite et en fait il se trouve que le tournage a commencé le 4 novembre, donc pas le 4 novembre de cette année, 4 novembre 2024. Mm. Et il se trouve que bah, le 5 novembre 2024, c'était l'élection de Donald Trump quand même. Ouais. Et que donc tu te dis en fait quand il tourne ce film, Donald Trump est revenu à la Maison Blanche. Et en fait, il fait ce film-là pour la Paramount. Et donc voilà, je sais pas si les auditeurs sont au courant, mais ils ont sûrement pas entendu parler en fait du rachat de Paramount par Skydance. Et Ouais, donc avec les Ellison, là. ouais, c'est ça. Et donc, il y a vraiment un contexte politique aussi qui fait que. Après, le film était déjà prévu avant, mais qui fait que Edgar Wright aussi marche peut-être plus sur des œufs que. Que prévu. Ouais, ouais, ouais. On est vraiment. Donc, le deal Paramount Skydance, en fait, est vraiment lié aussi à l'élection de Donald Trump. Donc il se trouve que Skydance donc est un grand groupe de médias. Enfin, je suis pas un spécialiste, mais et donc j'ai cru comprendre que donc Skydance, qui était un gros groupe de médias, avait déboursé 8,5 milliards de dollars pour racheter Paramount, mais que le deal était bloqué. Et si, avec la disparition prochaine de Game One et G1. Alors, en l'occurrence, là, c'est plus CBS qui a bouffé en fait dans ce deal Skydance Paramount. Parce que donc il se trouve que Donald Trump, donc CBS fait partie du groupe Skydance, et Donald Trump en fait s'est retrouvé un peu en guerre ouverte pendant la campagne avec CBS. Donc il attaquait, il leur reprochait d'avoir modifié une interview de Kamala Harris. Ce qui est assez intéressant par rapport à Running Man, justement, quand on parlait des deepfakes et tout, c'est que
c'est que pour le coup, ouais, Donald Trump donc a reproché à CBS d'avoir truqué une interview de Kamala Harris. Et pour ça, en fait, il voulait les assigner en justice. En fait, il disait que c'était une intrusion du médiatique sur le politique. Et il se trouve en fait que Paramount a. Alors, Donald Trump, lui, demandait à Paramount 20 milliards de dollars. Donc, c'est du Trump, quoi. Et donc, pour clore la procédure, Paramount a versé 16 millions de dollars à ce brave président. Et donc, ça a été dénoncé par Stephen Colbert. Donc, lui, Stephen Colbert avait fait donc, dans son Late Show. Avait fait donc une critique de ce deal. Il avait parlé d'un bon gros pot de vin. Et du coup, dans la foulée, son Late Show a été annulé par CBS pour officiellement des raisons financières. Mais on est vraiment dans le Trumpisme en fait, quoi. Ouais. Donc on peut dire aussi que ce brave monsieur Ellison là, David Ellison, donc je vous ai mis en photo là. Donc c'est le fils de Larry Ellison, qui est donc la deuxième fortune mondiale, qui est propriétaire, enfin qui était le PDG, je sais pas si c'est encore le cas, de Oracle, qui est donc une entreprise qui dealait notamment avec la CIA, tout ça en fait. Donc là maintenant en fait Paramount est dirigé par son fils, qui était producteur, hein, qui était déjà producteur chez Paramount. Mais donc pour dire ouais que je pense que ouais effectivement. Et on soupçonne aujourd'hui à Paramount de créer une liste noire d'Hollywood. Ouais, ils ont fait une liste des acteurs qui dénonçaient le génocide à Gaza, en fait. Donc, Ouais. ouais, Javier Bardem. Ouais, et Mark Ruffalo, tout ça, ouais, j'avais vu. Ouais, Emma Stone. Donc, ils seraient blacklistés par les studios, quoi. Donc, le logo qu'on voit au début du film, là, qu'on voit au début de Running Man, c'est donc celui que je vous affiche. Hein. Skydance Productions, Paramount Skydance Productions. Donc, ouais, c'est compliqué quand même, je pense. Edgar Wright, c'est pour qui il travaille aussi. C'est que ce film-là peut être. Alors, nous, en France, on le voit comme un film qui est très peu subversif, mais bon, sous Trump, ça peut devenir très différent. Ouais. Et d'autant en plus que ce qui est quand même. Voilà, Trump lui-même, c'est un gars qui vient de la télé aussi. Hein. C'est le présentateur de télé. D'ailleurs, c'est un truc que je me disais, c'était que là, dans le film, ils ont séparé, ce qui n'était pas le cas dans le Running Man avec Schwarzenegger, où ils avaient couplé le producteur de l'émission et le présentateur en un seul personnage. Dan Killian, qui est le producteur de l'émission, ouais. Alors que là, du coup, on est sur deux personnages, donc Josh Brolin d'un côté et Colman Domingo de l'autre. Je sais pas si c'était forcément justement le. Enfin, ça doit être comme ça dans le roman, du coup, mais c'est vrai qu'à l'ère de Trump, on peut se dire que effectivement, tout se fait de façon beaucoup plus cash en fait, quoi. Ouais. J'ai vu là en lisant les articles sur le film, donc il y a Johan Orzulik, je sais pas si tu vois, qui écrit pour Monsieur Bobine. Lui qui avait dans sa critique sur Furiosa, il a fait un lien qui est assez intéressant entre le personnage donc de Evan McCone et son costume là en fait, son costume à la qui m'a fait penser aussi à un personnage à la Kojima en fait, avec cette cagoule, ce béret et tout. Ouais. Et lui en fait, il faisait directement le lien avec Grégory Bovino. Donc je t'affiche l'image, tu vas voir le lien qu'on peut voir en fait entre les deux uniformes. Donc les uniformes d'un côté des Hunters dans Running Man et les uniformes donc de la ICE. Donc cette police anti-migrants déployée par Trump. Et donc là, on peut dire en fait, même si Edgar Wright, c'est un truc qu'il a pas cherché à faire, en fait, il tombe malgré tout juste sur quelques trucs, en fait. Hein. Ouais. Et Stephen King, donc finalement, c'est ce que Stephen King le dit lui-même en interview, de toute façon, que lui aussi, il trouve que les États-Unis d'aujourd'hui ressemblent à celles qu'il décrivait dans son Running Man, en fait. Hein. Ouais. Oui, parce que l'ironie étant qu'en 82, le bouquin parlait de 2025, et donc aujourd'hui, en 2025, le film est plus daté.
Ouais, je crois que Edgar Wright, du coup, était content de réussir à caler le film l'année de la sortie. Enfin, de Ouais, sortir son film l'année où ça devait se passer. Sachant que lui ouais, ouais. sachant que lui ne cite pas d'année dans Running Man, en fait, hein. Non, non, mais ce qui du coup joue, enfin, ce qui peut participer aussi à ce jeu des ressemblances avec la réalité, quoi. C'est ça qui est sympa. Parce qu'il avait peur que le film soit daté après très vite, si jamais on le plaçait dans un futur. Voilà. Ouais, oui, oui. Oui, ce qui arrive souvent, justement. Le fameux New York 97. Mm. Où là, c'est carrément. Bah, c'est dans le titre français, mais c'est carrément dans le titre français. Donc, 2001, l'Odyssée de l'espace, quoi. Donc, ouais, Running Man, Ouais. lui, se garde. Je sais plus s'il y avait une date dans le Schwarzenegger. Je crois que c'est pas 2019, je crois. C'est possible, Il y a une date, ouais, il me semble. pourtant je l'ai revu là il y a pas longtemps, mais j'ai pas fait. Ça, c'est pas 2025, mais ouais, je crois que c'est 2019 ou 2022, quelque chose comme ça. Et en même temps, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à cette époque-là, la télé-réalité n'existait pas du tout à ce niveau-là non plus, quoi. Mm. Ouais. Et pourtant, ouais, là maintenant, on sait. C'est pour ça aussi, pour le côté subversif, que je te disais que ces télé-réalités criminelles, c'était devenu un sous-genre et tout. Il y a aussi le truc maintenant, en fait, que. Ouais, ça paraît plus aussi subversif de dire qu'en fait, la télé est truquée, quoi. Ouais. Et pourtant, bah, sous l'ère de Trump, c'est peut-être pas forcément mal de le rappeler non plus, quoi. Mm. Mais c'est ça qui est un peu particulier dans le film, en fait. C'est que. À créer cette espèce de rétro-futur, on se demande aussi comment il pourrait toucher une plus jeune génération. Alors que pour le coup, ce genre de thématique serait peut-être justement. Ce serait peut-être mieux qu'elle s'adresse justement à des gens plus jeunes. Et là, on sent que c'est quand même plutôt un film pour. Si ce n'est les boomers, au moins la génération Y. La génération Y. Ah oui, pour citer une vanne du film. Ouais, une vanne, d'ailleurs, là, on a vraiment un pur trait Edgar Wright, en fait. Donc, on se demandait d'ailleurs. Oui, non, il y a quand même du Edgar. Il y a quand même du Edgar Wright. Faut aussi rappeler la BO est mortelle aussi. Les morceaux qu'il choisit dans le film sont très bien aussi. Hmm. Le générique de début est digne de celui de Baby Driver, moi je trouve par exemple. C'était la musique qui était dans la bande-annonce, de toute façon, c'est ça, ouais, hein. Ouais, De ouais, la musique de Sly and the And the Family Family Stone. Stone, ouais, ouais, ouais. Qui est encore, ouais, bah pour le coup, Sly qui qui est encore un cette année. morceau. Ah ouais, aussi, hommage. Bah comme un autre réalisateur aussi qui nous a quittés il y a pas longtemps, et je voyais que Edgar Wright avait mis un de ses films aussi dans les listes des films qu'il conseillait autour de son Running Man, donc c'est Peter Watkins. Ouais, effectivement. Ouais. Et donc lui, Qui avait fait Punishment Park. ouais. Après Punishment Park, pour le coup, fait peut-être plus penser à Marche ou Crève Ouais. qu'à Running Man à proprement parler, en fait, ouais. Et pour le coup, comme on disait avec le prix du danger, là, Peter Watkins, comme Yves Boisset, on est vraiment plus sur vraiment un film politique Là plus c'est chaud. affirmé, quoi. Ouais, 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 ouais. Mais avec aussi un. Alors bon, sur Punishment Park, c'est pas forcément le cas, mais ça doit être tourné en mode documentaire un peu. Peter Watkins, c'était ça le truc, c'est c'était un peu un ancêtre du found footage, quoi. Enfin, pour le dire grossièrement, mais c'est quelqu'un qui faisait des documents, enfin, qui faisait des films dans un style documentaire. Ouais, c'est ça, ouais. Euh, Punishment Park, en fait, c'est présenté sous la forme d'un documentaire, en fait, et une partie du film suit le procès de jeunes, donc de jeunes militants hmm. contre le Vietnam, pour les droits civiques. Et donc ça, il y a une moitié du film qui suit les réquisitoires du procès. Alors ce qui est fou, c'est que les jurés en fait du procès sont vraiment d'authentiques personnes qui donnent leur vraie opinion en fait. Ouais. On est vraiment sur des faf à l'écran. Et Ouais. l'autre partie du film, en fait, c'est leur peine. Et en fait, leur peine, c'est de traverser un désert aride, en fait, pour aller attraper un drapeau américain qui est au milieu du désert, en fait, sachant, en fait, qu'ils sont escortés par des militaires qui leur laisseront, évidemment, pas trouver le drapeau, quoi, en fait. Enfin, Ouais, ouais. Et du coup, l'influence de Peter Watkins se ressent quand même dans Running Man, dans le côté brouiller les pistes de la réalité et du fiction et de voilà quoi, manipuler un peu manipuler la narration quoi. ouais. Alors là, on peut en venir. Je sais pas si ceux qui n'ont pas vu le film, là, on va spoiler, hein. Ouais. On va spoiler parce que je Est-ce que pense que est-ce que c'est nécessaire ou est-ce qu'on a déjà assez parlé du film ou...
Non, oui, bon, on peut spoiler. Moi, Ouais. je pense que là, en fait, faut arriver sur la fin parce qu'elle divise aussi beaucoup. Ouais. Alors que pourtant, en fait, je me dis, bah, effectivement, elle fait bizarre, hein, aussi, elle fait bizarre et tout, mais voilà, quand on aime Edgar Wright aussi, c'est intéressant d'interroger ce choix-là, en fait. C'est donc la Mm. fin du film, pour le coup, bah, quand on dit aujourd'hui, c'est dur d'être subversif, mais Macron a niqué le terme, mais pour le coup, la fin du film est vraiment disruptive, quoi. Donc on est vraiment sur un truc où Edgar Wright casse la fiction pour passer donc à un des personnages que croise Ben Richards dans le film, qui est donc un YouTuber en fait. Même si le net a pas trop sa place, Ouais, ouais, c'est Internet ça. a pas trop sa place dans le film, mais donc un YouTuber qui s'appelle. Non, mais il fait ses cassettes pirates. Ouais, c'est ça. Et donc ouais, j'ai mis une photo justement où il a ses cassettes derrière. Donc le mec bosse encore en VHS, donc ce fameux rétro futur. Et donc, on a ce youtubeur, entre guillemets, qui nous est présenté avant, en fait, ce contestataire, en fait, qui nous explique que la fin qui nous est présentée, et donc qui est présentée dans l'émission, où, donc, Ben Richards, bah voilà, on a dit qu'on spoilait, donc Ben Richards fonce sur la tour du network, donc là où est enregistré Running Man. Donc d'ailleurs, c'est une tour où on peut voir un N rouge en haut, qui fait aussi penser quand même Ouais, ah bah oui. fortement quand même à un autre N rouge, quoi. Un autre fameux N rouge. Là, on peut se dire que Paramount, qui ont eux-mêmes leur service de streaming, il y avait peu de risques qui prennent mal de s'attaquer à un concurrent, quoi. Mais donc Ben Richards donc fonce donc sur cette tour en avion avec pour objectif de se cracher dedans, quoi. Mm. Et bon, bah, on se doute bien que depuis 20 ans, c'est compliqué de tourner une scène où un avion se crache dans une tour. Et, Ouais. parce que c'est ça la fin du roman, non? Alors, en fait, donc on spoil le roman et film alors. Hein. Allez, on y compte tout. Hein. Alors, en réalité, dans le roman, Ben Richards prend donc les contrôles de l'avion et fonce de son plein gré, effectivement, dans la tour du network. Voilà, il va mourir dans cet attentat. Dans le film, c'est le network qui reprend les commandes de l'avion et qui va faire foncer Richards vers la tour. Et en fait, ils vont lui envoyer un missile avant qu'il ne percute la tour pour parfaire cette idée que Ben Richards est un méchant garçon et l'ennemi du peuple. Alors donc dans le bouquin, Ben Richards meurt. Dans le film, à première vue, il ne meurt pas. Richards lives, puisque l'apôtre, que c'est ça son nom, hein, au youtubeur, Ouais, je c'est crois, ça, ouais. dans le film. Ouais. L'apôtre nous L'apôtre. explique qu'il aurait utilisé un siège éjectable juste à temps pour se sortir de l'avion. Et ensuite, plus tard, on retrouve la femme de Ben Richards qui découvre qu'il est encore en vie, voilà, et qui va la retrouver à la sortie d'un supermarché. Et enfin, pour vraiment vous spoiler jusqu'au bout, donc Richards revient dans les locaux de Running Man pour tenir sa petite vengeance contre Killian, le producteur de l'émission. Mais je dis bien que tout cela, c'est à première vue. Parce que, en fait, moi je trouve, et je crois que c'est ton cas aussi, hein, Clément, que c'est une sorte de fin à la Minority Report. Ouais, qui est un peu cité aussi dans, je disais tout à l'heure, Piège de cristal pour la scène de l'hôtel, mais la scène de l'hôtel aussi fait penser pas mal à Minority Report, je trouve justement. Bah, de toute façon, le concept de track en général. Ouais, avec. Ouais. Et parce que et Edgar Wright aussi un grand fan de De Palma, donc je trouve que tout ça n'est pas anodin, quoi. Ça se retrouve dans cette fin qui est assez artificielle, hein. Surtout pour qui aura lu le roman. Moi j'avais vu juste avant de voir le film, en fait j'avais des gars de Back to the Bobine qui avaient été le voir à la séance juste avant moi. Je leur ai demandé comment c'était, ils m'ont dit c'est vachement bien jusqu'à la fin. Donc eux ils ont pas aimé la fin par exemple. Mais en réalité, ouais, c'est une fin un peu trompeuse parce que le truc, c'est que tout le film en entier est raconté du point de vue de Ben Richards, quoi. Donc, comme je vous l'ai dit, tout ce qui se passe d'autre dans le jeu est toujours vu dans des télévisions. On est toujours dans le point de vue de Ben Richards. On n'a pas, par exemple, de scène avec le producteur et le présentateur de
de l'émission qui se passerait dans le dos de Ben Richards. Il n'y a pas ça du tout. Alors là, dans cette fin, on se retrouve avec des scènes qui, aucune, ne sont racontées du point de vue de Ben Richards. Quand Ben Richards finit par apparaître, c'est à la fin des séquences. Et d'ailleurs, il apparaît masqué comme les trackers qui le pistaient autrefois. Ouais, de toute façon, ouais. Et, ouais, vas-y. et donc, moi, je trouve ça très louche, en fait. Moi, j'ai le sentiment que Edgar Wright a fait cette scène parce que ses producteurs ont dû lui dire qu'il n'était pas raisonnable de tuer son protagoniste à la fin du film, mais qu'en réalité, il a réussi à aménager une fin qui, surtout dans un film, qui nous prévient de nous méfier des apparences tout du long, puisque le network manipule les images, utilise le deepfake pour raconter sa propre narration à l'encontre de celle que Ben Richards essaie de prendre en main. Donc tout cela nous avertit en fait que cette fin n'est sans doute pas aussi simple qu'elle en a l'air. Ouais, il y a une autre, il y a un autre, il y a une autre scène aussi qui annonce un peu cette fin étrange. C'est donc une scène où Ben Richards est dans un hôtel, il dort, et en fait on voit les Hunters rentrer dans l'hôtel, aller jusqu'à sa chambre et placer le flingue sur sa tempe, et là il se réveille. Et en fait, il y a déjà ce côté de raconter deux possibilités. Alors dans cette scène-là, il reste du point de vue de Ben Richards et on comprend que c'est un rêve. Il le fait aussi de façon très succincte, à un moment aussi où Ben Richards, pendant son entretien avec Josh Brolin, lui éclate la gueule sur le bureau. Ouais, un petit flash à la True Lies un peu là. Ouais. Et c'est intéressant parce que je trouve que ces deux petites scènes-là, en fait, même si elles sont vues du point de vue de Ben Richards, elles annoncent aussi la fin particulière qu'on aura, qui clôturera le film du coup. Ouais, mais enfin, même dans ces deux occurrences-là, on reste dans le point de vue de Ben Richards, puisque l'un c'est son imagination et dans l'autre c'est un rêve, quoi. Oui, c'est ce que je disais, c'est que la fin est un peu différente, mais que c'est quand même des scènes, tout en restant du point de vue de Ben Richards, qu'annonce ce côté méfiez-vous justement. En fait, c'est méfiez-vous des images du network, mais méfiez-vous aussi des images qu'on vous montre de Ben Richards. Ouais, tout à fait. C'est que même que ce soit sa colère ou ses rêves, du coup, il y a du prix possible, quoi. Effectivement. Donc moi, je me dis que et je trouve que le personnage ne survit que métaphoriquement en fait. Et rend honneur au tag qu'il y a dans le film qui proclame Richard lives, une manière de dire que son esprit rebelle lui aura survécu auprès de la population qui vont s'insurger contre l'émission. Ouais, tout à fait. Après, il y a un autre point qui est assez intéressant aussi, c'est que en fait, le network c'est le méchant. Le network c'est le méchant du film, mais au final, donc l'apôtre aussi, même s'il reprend plus des codes donc de la contestation noire américaine, comme on peut voir là sur la photo que j'ai affichée, mais malgré tout, cette tenue, elle peut aussi rappeler celle de Evan McCone, là, donc le chef des Hunters. Comme tu disais à la fin que Ben Richards lui-même était habillé comme un Hunter, en fait, l'apôtre, il aurait d'autres façons de se dissimuler aussi. Là, on est quand même sur, pareil, quoi, une cagoule, des lunettes, un béret. En fait, cette scène, elle a une façon de rabattre les cartes. Et en fait, le problème, c'est que vu qu'elle satisfait pas pleinement, j'ai l'impression qu'une partie des spectateurs, en fait, l'interroge pas. Alors que pourtant, elle est assez passionnante à analyser, en fait, sur le côté. Même quand je parlais tout à l'heure que Trump, c'est un personnage de. Donc, pour en revenir au contexte du film. Donc, Trump, c'est un personnage de la télévision. Mais en même temps, il s'est fait aussi sur des youtubeurs. Des youtubeurs conspirationnistes, en fait, quoi. Et là, en vrai, dans le film, c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, vu que le network, c'est le méchant, j'ai l'impression que les spectateurs, en fait, n'interrogent pas du tout ce conspirationnisme, en fait. Ouais, et puis le film rejoint en cela le film d'Yves Boisset aussi, à savoir que l'émission de télévision porte sa propre contestation aussi, quoi. Il y a ce côté, voilà, quoi. D'ailleurs, le personnage du producteur de Josh Brolin va demander à Ben Richards d'être aussi violent de lui dire tout ce qui lui passe par la tête, etc., parce que ça fait de la bonne free vie aussi, quoi. Donc il y a un peu ce côté que le network avale tout, quoi. Ouais, et en fait, c'est super intéressant aussi au niveau de la colère du personnage, en fait. Donc, personnage de pur prolétaire, donc qui a une rage un peu de lutte des classes. Sauf qu'en fait, c'est aussi cette colère qui le pousse malgré lui, en fait, dans Running Man.
Ouais. Donc en fait, on voit vraiment qu'il y a un système aussi qui se nourrit de cette colère, que ce soit celle des spectateurs, que ce soit celle de Ben Richards, que ce soit celle aussi même de Josh Brolin en fait, hein. On pourrait le voir comme Mm. on pourrait le voir comme juste un calculateur et tout, mais on peut voir aussi dans les scènes de fin que il est vénère aussi en fait. Ouais. Et c'est intéressant aussi parce que j'ai pas l'impression que j'ai l'impression que les spectateurs non plus, enfin selon des avis que j'ai lus à droite à gauche et tout, n'interrogent pas non plus cette colère justement. Mm. Que on prend vraiment, Bah ouais. on est content de voir un personnage vénère en fait, mais sans l'interroger en fait, en prenant le postulat que cette colère est forcément positive. Après, elle fait du bien, hein, mais ouais, Ouais, quand même. Ouais. bah, en tout cas, ouais, c'est vrai que quand je suis sorti de la salle, je me suis quand même dit waouh, cette fin est. Je l'ai pas forcément acheté, mais plus j'y repense et plus je trouve qu'elle est bien plus intéressante que ce qu'on lui fait dire en fait. Bah ouais, moi je trouve il a juste. Bah, en fait, les gens ont vu ça comme comme une compromission, alors qu'en réalité, c'est vrai qu'Edgar Wright essaye quand même de d'avoir les deux, quoi, d'avoir un peu le beurre et l'argent du beurre. Alors après, ce qui y arrive, voilà, ça sera laissé à l'appréciation de chacun, mais c'est vrai que le discours politique de ces films est un peu ignoré. Parce que aussi Edgar Wright c'est un mec qui est souvent vu comme un maniériste, le style avant la substance, pour citer le titre du MOOC de Capture Mag désigné, dédié à Tony Scott. C'est aussi un truc qui peut s'adresser à Edgar Wright, c'est qu'on voit le style avant la substance, et c'est ce qui fait que des fois Running Man déçoit des spectateurs qui auraient attendu un peu plus à voir sa patte dans un film qui met en avant l'action, sans forcément se prendre la portée de ce qui draine politiquement. Mm. Ouais, je pense aussi on peut être un peu frustré aussi mais ça pareil, on en revient toujours à les questions de notre époque. Mais c'est le côté, il me semble que le film vraiment est rated R, il me semble. Ah bah je pense, oui, il est interdit au moins de 12 ans, en tout cas en France, mais oui, Et on pourrait. il peut pas être classé en dessous avec autant de fuck. Ouais, c'est ouais, mais du coup, on pouvait s'attendre aussi à ce qu'il soit plus violent et au final, passer quelques exécutions dans l'émission qui sont quand même assez bourrines, quoi. Ouais, mais ça c'est aussi un point intéressant dont on n'a pas parlé, parce que j'ai un ami qui a critiqué le film en disant aussi que le film divertissait un peu avec ce qu'il entendait dénoncer, quoi. Sauf qu'en réalité, par rapport à la violence, par exemple, dans le film, je trouve qu'on voit que c'est pas le cas, parce que les images les plus violentes du film sont toujours dans la free vie, en fait. Et notamment, il y a un moment donné dans le film où le personnage de Michael Cera parle de la mort d'un de ses proches, et en fait, les images sont vues dans les reflets de ses lunettes, mais elles sont pas vues directement, en fait. Et donc, du coup, les images de la mort de son proche, par exemple, sont pas montrées dans le film, alors que les mises à mort sont montrées dans l'émission Running Man, quoi. Putain de hot dog. Donc il y a aussi. Ouais, c'est ça. Putain de hot dog. Donc il y a, comme toujours chez Edgar Wright, c'est quand même un réalisateur assez moral, quand même. Tu vois. Et je pense il montre bien dans le film que la violence est du côté du spectacle, en fait. Ouais, et que la colère de son personnage aussi, si elle a un moteur, c'est pas forcément ce qui lui permet de s'en sortir non plus. Mm. Et on est plus sur. En vrai, ce qui lui sauve la vie, en fait, c'est plus ces personnages qui croisent sur son chemin, en fait. Est-ce que Edgar Wright prouve et montre à nouveau que son cinéma doit être en salle et pas sur les plateformes? Donc, Oh Bâtard bah, Baroque sûrement, Blog. oui. Bah, je pense qu'on peut. On peut voir aussi la tour avec le N rouge comme un fuck, peut-être, non? Ah bah oui, quand même, un petit peu, hein. Et puis ça, c'est le truc qu'on n'a pas, de toute façon, dont on a peut-être pas assez parlé. C'est quand même, moi, j'ai vraiment trouvé que le film était, ouais, enfin, techniquement, c'est quand même une tuerie quand même. Même Ah bah si, ouais. même s'il y a pas même si ça manque peut-être de ces trouvailles, on va dire. Parce que Edgar Wright, c'est aussi un gars qui a beaucoup bossé sur les trouvailles, en fait. Mm. Donc là, Ouais, mais il y en a quand même, c'est juste elles sont plus discrètes, mais il y a quand même des moments de virtuosité. Toute la scène dans le Y, là, justement, enfin, dans l'hôtel des vétérans, là, est quand même assez formidable, quoi. ouais. La manière dont on perçoit avant lui le danger qui guette, tout ça passe par une mise en scène quand même qui est assez experte.
Ouais, Même si c'est du petit Edgar Wright en principe, ça reste quand même largement au-dessus du lot, voilà, hein, ouais, en de fait, ce c'est même, qui se fait ailleurs, quoi. même quand on en parle comme ça et tout, je me dis, est-ce que c'est vraiment du petit Edgar Wright ou est-ce que c'est juste du Edgar Wright moins démonstratif, quoi. Et en fait, Ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'il a adapté sa mise en scène à son sujet, hein. Moi, je pense qu'il se dit, voilà, la matière fournie par le roman de Stephen King est suffisante, en fait, à rassasier le spectateur, sans avoir à en rajouter ouais, exactement, c'est forcément ce que je voulais par-dessus. dire. En fait, il se met vraiment au service de son histoire et du coup, en fait, Ouais, ouais. tous ces trucs de mise en scène, en fait, sont moins démonstratifs. Mais c'est vrai que tu disais la scène de l'hôtel, il y a plein de passages à travers les murs. Il y a un passage donc d'un étage à l'autre et on voit les rats qui Ouais, les passent. rats qui lui indiquent la voie, Ben, en fait, ouais, avant qu'il lui indique la voie, qui lui indiquent l'issue. on les voit déjà présentés Ouais. dans un passage de cloison. Il y a plein de passages, de toute façon, ces trucs-là, là, les volets devant les caméras, que ce soit des camions, des personnes qui passent et tout. Il y a ce qu'il faut quand même. Mm. On est bien chez Edgar Wright quand même. Ouais, et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Ah oui, et puis moi aussi, alors je sais le vrai quand même à Edgar Wright. Moi, j'ai suivi la promo du film d'assez près parce que je l'attendais fébrilement. Et il y a quand même des scènes d'action dingo, hein. Des poursuites en bagnole super et tout ça. Mais dans la promo, Glenn Powell et Edgar Wright n'abattent pas la carte de Tom Cruise à dire j'ai fait toutes mes cascades moi-même, ou voilà, ou à dire c'est no CGI, etc. Donc ça, c'est de nos jours, je trouve ça, c'est une honnêteté à saluer, je trouve. Ouais, 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 il y en a marre de cette arnaque Ah ouais, de ouais, il y en a marre de ces puristes à la con, là. Et donc, ouais, il retrouve du coup son chef-op là de Last Night in Soho. Ouais, tout à fait. Donc, c'est Chung Chung Chung-un. Chung-un, Ouais, qui donc, était ouais, le chef-op de bah, Park Chan-wook. ouais, chef-op de Old Boy, qui fait quasiment tout par Chan-wook, je crois. Mm. Pas le dernier, je crois que c'est pas lui, Decision to Live. Bah, depuis Ah, je maintenant, ne sais plus. maintenant, il travaille aux États-Unis justement. Il avait fait le ça de Muschietti aussi. Ah ouais. Mm. Ouais, ouais, il s'était retrouvé sur Last Night in Soho suite à l'indisponibilité de Bill Pope. Et donc, effectivement, ils ont continué leur collaboration sur Running Man. D'ailleurs, je me disais justement, c'est que ça aurait pu être dommage justement qu'il retrouve pas Bill Pop sur un film comme ça en fait. Parce que Bill Pop, donc c'était qui est le chef-op de Sam Raimi, qui a fait le Matrix aussi. Et donc, qui a fait notamment Ouais. les Spider-Man de Sam Raimi et tout. Et que c'est quand même vraiment le chef-op d'une grande pop culture justement quoi. Pop Mm. culture flamboyante. Et là, ça allait bien avec Running Man, mais au final, la photo justement de Chung Chung-un, du coup, pareil, elle a une façon, comme on disait que Edgar Wright se faisait pas trop démonstratif, bah, c'est pareil pour la photo, je trouve. Du coup, Ouais. il arrive bien aussi à jouer sur les ambiances, que tu passes du ghetto au monde des riches. Ce qu'il y avait déjà aussi dans Old Boy, hein, Mm. d'ailleurs, le penthouse, les bas-fonds et le penthouse. Et là, il rajoute ce Mm. truc aussi de justement le passage que je disais tout à l'heure, Maman j'ai raté l'avion, mais en fait c'est Maman j'ai raté l'avion, mais dans du Southern Gothic un peu quoi. Ouais. Et Oui, parce qu'ils sont dans le manoir de Stephen King, hein, d'ailleurs. La maison de Michael Cera est une réplique de la maison de Stephen King. ah ouais, ah ouais, Ah oui? mais c'est vrai que Ah ouais, ça fait manoir horrifique en fait. ouais, avec la mère de Michael Cera qui hante les lieux, là. Ouais ouais. Son rire démoniaque, ça a provoqué l'hilarité dans la séance où j'étais, là. Hmm. En tout cas voilà Ouais, quoi. et puis une façon aussi de mettre en scène son univers futuriste sans le mettre trop en avant. Moi, je trouve que ça, c'est aussi, c'est aussi à mettre au crédit du film. Bah ouais ouais, je suis curieux de voir comment ce film là vieillira. En tout cas il vieillit bien dans ma tête au bout d'une semaine donc. Et bah ouais, ouais. Et puis moi, j'ai envie de le revoir une troisième fois, du coup. Après tout ce qu'on a parlé là. Hmm. Et tant mieux en fait qu'aussi que du coup Edgar Wright ait pas fait un film évident non plus quoi. Mm. Même si je trouve qu'il l'est en vrai. Et même justement quand on disait que le film était beaucoup critiqué justement par son manque de subversion, mais au final tout le monde quand même est d'accord pour dire que c'est un super film d'action en fait quoi. Ouais, ouais. Ah oui, oui, ça c'est quand même quelque chose qu'on lui reconnaît. Ouais.
Et même ça aussi, c'est un truc justement aussi qui est mis en avant aussi par Glenn Powell aussi, lui qui a annoncé qu'il ne ferait pas de film de super-héros. Ce qui l'intéressait, c'était vraiment de jouer des humains qui pètent des gueules, quoi. Mm. Donc voilà, en tout cas, donc c'est un Edgar Wright, il faut le voir en salle, hein, ça c'est clair. Lui nous dirait, voyez-le sur le plus grand écran possible. Et bon, le film marche pas très bien, ça devrait faire un four hein, quand même, au principe. Ouais. Mais J'ai été voir les chiffres donc avant le live là. Donc pour 110 millions apparemment, parce qu'il aurait coûté 110 millions. Pour l'instant, il est à 48 millions de dollars de recettes dans le monde, dont 26 ouais. dont 26 à domicile. Donc on se dirige vraiment vers un gros four, quoi. Mais, mais, Et, en, mais, en et France, apparemment, mais en France, il a 215 000 entrées. ah ouais, ouais, Ce qui est pour le coup, bah, en plus, vu que tout le monde s'accorde à dire que l'année ciné est pas terrible, ouais, moi ce je qui est pense pas que en fait je déshonorant, lui quoi. vois un destin. Ouais, non, moi je lui vois un destin comme un peu Mickey 17 de Bong Joon-ho au box-office français, où tout le monde c'est pareil, tout le monde disait c'est un échec, c'est du petit Bong Joon-ho, c'est du petit Bong Joon-ho, mais finalement il a fait son petit million d'entrées à la longue, il a quand même réussi à faire son petit million. Donc voilà, Ouais, on verra bien. ce qui est un peu compliqué. Il a fait combien le Paul Thomas Anderson, du coup? C'est pareil, il a fait le million aussi de justesse, quoi. Il doit être Du... à 1,2 million, quelque chose comme ça. Ouais, du coup, En France, hein, je parle. vu la fréquentation actuelle, c'est pas mal, quoi. Ouais, mais c'est Mais un ça. peu, bah ouais, c'est pas mal, mais ça reste un peu. Enfin, ils ont du mal à faire ces chiffres-là quand même. On Hmm. sent que c'est un peu, ils y arrivent assez péniblement. Mais bon. Mais en tout cas, ouais, ça pose vraiment Et des questions sur le truc. C'est je sais que dans les deux films d'ailleurs, le Paul Thomas Anderson et le Edgar Wright, apparemment, ils se sont envoyés des textos. Ils se sont envoyés des textos entre eux pour savoir. Ils utilisent tous les deux Jill Scott Heron. The Revolution ah oui, will not c'est vrai, be ouais. televised. Et du coup, en fait, Ce qui est marrant, c'est que le Paul Thomas Anderson il utilise les paroles de Revolution Won't Be Televised, alors que Running Man utilise la musique, parce que c'est une reprise par Steven Price en fait. la question aussi, moi, j'allais dire que pose le film, c'est est-ce que la révolution peut se faire au cinéma, en fait, quoi. Ou du moins Mm. dans le cinéma US des années 2020, en fait, quoi. Après, on a Wicked, par contre, qui marche, non? De quoi en France? Aux Non. États-Unis aussi, je crois, hein, non? Ah bah ouais, aux États-Unis, ça cartonne, oui, mais en France, non, pas tellement. Hein. Non. Non, bah après, c'est le Magicien d'Oz aussi, Non, donc en non. France, c'est un peu Ouais. différent. Parce que pour le coup, là, aussi, Non, là non, on a va encore falloir que James Cameron remette les pendules à l'heure. Hein, ça, voilà. Ouais, mais là, en fait, par rapport à ce que j'allais dire, c'est justement où bah, James Cameron, mais même lui, nie un peu la dimension politique de Avatar, en fait. Ils avaient une passe d'armes avec Oliver Stone, en fait, qui est fan d'Avatar et qui reprochait à James Cameron de pas assumer la dimension politique. Et ce à quoi James Cameron lui répondait en substance, me mets pas dans ta sauce, tu vois. Et en fait, Ouais. tu sens que James Cameron doit composer aussi avec cette dimension politique qui est pas très facile à l'heure actuelle, quoi, où tout est très clivant d'un coup, alors que Oliver Stone lui disait que pour le coup, lui qui adore Avatar, il en parle à chaque interview quasiment, et lui il dit que c'est les films les plus Avatar 1 et 2, que c'est parmi les films les plus politiques qu'il a vu de ce début de siècle en fait, quoi. Mm. Et pour le coup, Wicked qui est pas le chef-d'œuvre, on va dire, quoi, qui a une, Non, bon, qui a pure une entertainment. Quoi. mais qui a une façon aussi, par contre, j'ai pas vu le 2 encore, mais en tout cas, j'étais allé voir le premier, et c'est vrai que, pour le coup, il avait une façon. Bah, je crois que c'est Oliver Stone aussi qui en parlait, hein, C'était sur les conseils d'Oliver que je suis allé voir Wicked, et d'Adam McKay aussi, qui eux Ouais. disaient que le film, quand même, c'était le film à voir, le film pour son aspect politique, en fait. Et c'est vrai que c'est assez particulier ce qu'il fait aussi, ce qu'ils font, je sais pas qui réalise ça. John M. Chu, je John crois, il Chu, s'appelle. ouais. Il a une façon en fait de poser ces questions-là, alors que c'est dans un monde, pour le coup, un monde d'os qui est directement woke en fait. On trouve des noirs, des handicapés, des femmes au pouvoir et tout. Et Les en fait, animaux. et ben ouais, c'est par ce biais-là en fait qu'il ramène quand même.
et par la couleur verte de la sorcière, en fait, Mm. qu'il arrive quand même à troubler ce monde-là qui apparemment est progressiste, en fait. Donc c'est assez passionnant comment c'est Mm. pas si simple, en fait, Wicked, là, même si c'est pas non plus si agréable à regarder non plus, quoi. Mais... Enfin, tout ça pour dire qu'il y a peut-être quand même encore de la place pour de la politique, pour des blockbusters politiques, quoi. En tout cas, l'échange qu'on a eu là me conforte quand même dans le fait que Running Man, en fait, dit plus de choses qu'il en a l'air, en fait. Ouais. Même si, du coup, le fait que ce soit un peu dissimulé et tout, ça en fait pas non plus le film punk que des fois Ouais, il semble présenter, en fait. Mais encore là, c'est J. Scott Heron, c'est quoi? C'est début des années 70, non? ouais, dans les années 70, ouais. Et même l'esthétique, justement, de l'apôtre, on est quand même sur... toujours dans cette dynamique de rétro-futur, en fait, on est sur des imageries qui peuvent être un peu datées aussi, hein. Mm. Mais ouais, après le punk a évolué aussi peut-être. Et moi je pense quand même Running Man est quand même un peu plus punk que le Superman de James Gunn par exemple, je pense. Ah, Mais enfin bon, ça sera peut-être l'objet ouais, d'un autre live, mais voilà. ou pas, hein, parce que... Mais disons que dans le Superman de James Gunn, il y a une réplique qui dit être punk, c'est être gentil aujourd'hui. Et bon, au moins dans Running Man, être punk, ça reste être en colère quand même. Et puis, merci de nous avoir suivis. On a eu quelques petits problèmes techniques au début, mais on a quand même réussi à faire ce... Ouais, on espère que ça n'a pas été trop pénible à suivre. Non, on a été un peu bordélique au début aussi, un peu tout du long, mais... Ouais. Bon voilà, j'espère que vous aviez déjà vu le film, qu'on vous a pas trop divulgaché. Voilà. Et peut-être pourrez-vous retrouver une réédition de ce live ultérieure Ouais, sur YouTube. on va mettre ça sur YouTube, ouais. Ou d'ailleurs, vous le regardez peut-être, vous l'avez peut-être vu sur YouTube, justement. Ouais. Donc voilà, bonne soirée à vous, et une prochaine fois. Ouais, salut!